Mes chers camarades, bien le bonjour, que vous nous écoutiez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube, voire même en podcast, parce qu'on est absolument partout. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, patrimoine versus catastrophe. Comment le sauver, ce patrimoine ? Eh bien, j'ai la chance de recevoir Anthony Zurawski, qui est un spécialiste de la protection des biens culturels face aux catastrophes naturelles et humaines. Il travaille au sein de la fabrique de patrimoine en Normandie, il est responsable du GASP, le groupe d'aide en cas de sinistre patrimonial. Il est titulaire d'un master en histoire et en patrimoine, durant lequel il a travaillé à la fois sur la gestion des sinistres, sur le patrimoine, mais aussi sur la naissance des cuirassés en France et l'émergence de la marine moderne. Son mémoire autour de ce dernier thème a d'ailleurs été tout récemment publié, il est dispo sur Amazon, et en plus de tout ça, Anthony, il est également membre du Conseil national d'administration de la section française des boucliers bleus. C'est long à dire, mais vous allez voir, c'est intéressant. Si vous savez pas ce que c'est, pas de panique, on va en reparler tout de suite, enfin dans pas très longtemps, avec Anthony. Alors mon cher Anthony, donc ces derniers temps, ces dernières années, on parle un petit peu plus de ces questions de patrimoine en danger. Oui, effectivement, Notre-Dame a ramené quand même pas mal mon domaine, en tout cas au niveau du grand public, et ça a activé un peu aussi les petites mains du patrimoine à travailler sur ce sujet-là, ouais. Avant de rentrer dans le vif de l'entretien, est-ce que peut-être on pourrait borner le truc, c'est quoi du patrimoine ? C'est quoi les biens culturels ? Parce que le patrimoine, tu vois, souvent les gens disent oui, c'est le patrimoine, c'est les cathédrales, c'est les châteaux, quoi. Bon, il y a pas que ça. Non, il y a pas que ça. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est que maintenant on peut dire que tout est patrimoine. Mais l'idée, pour définir bien ce que c'est un ensemble de biens, meubles ou immeubles, c'est culturel, ou des valeurs ou des idées qui se transmettent avec le temps de génération en génération. C'est ça le patrimoine. Et on peut le différencier surtout en trois types, qui va être assez simple comme notion. Ça va être le patrimoine matériel. Donc ça peut être les épées, les casques, les chaises, tout ce qui est en fait vraiment matériel, comparé à la deuxième notion qui est le patrimoine immatériel. Donc là, le patrimoine immatériel, c'est un peu plus difficile à saisir nous de notre côté, mais c'est quelque chose qui émerge de plus en plus. C'est le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est un patrimoine immatériel où les comptes, par exemple juste oraux. Donc le savoir-faire, c'est par exemple être charpentier, comment reconstruire Notre-Dame. Ça, c'est du savoir-faire. S'il n'est pas écrit, ça peut être immatériel. Ou comment on pêchait à l'ancienne, comment on parle breton aussi. Tout ça, c'est du patrimoine. Et on a aussi la baguette. La baguette, le camembert, pour moi qui est normand, c'est du patrimoine. Savoir faire du camembert, c'est important. À peine 3 minutes d'entretien, il a déjà réussi à caler un peu de chauvinisme. Ok. J'ai mis aussi les Bretons avec moi, mais pour la langue, mais il y a aussi la langue normande qui est étudiée quand même. Et on a aussi le patrimoine naturel, qui est un domaine que je maîtrise pas forcément, mais vous voyez en fait par exemple les parcs nationaux comme Yellowstone ou comme le Sahara ou autre, ça c'est le barrière de corail, ça c'est du patrimoine naturel qui appartient à l'ensemble de l'humanité et qu'il faut protéger. Donc le patrimoine, c'est beaucoup de choses. Et pour les biens culturels, là, on rentre un peu plus dans la précision. Ça va être des biens meubles. Donc, par exemple, dans une cathédrale, les biens culturels, ça va être à l'intérieur tout ce qui est tableaux, objets de culte ou autre. C'est ce qui transmet des idées, des valeurs et qui a une importance historique ou même bien financière. C'est des objets dont on donne une certaine valeur. Donc, dans un musée, typiquement, c'est les tableaux, tout ce qu'il y a dedans, quoi. Tout ce qu'il y a dedans, ça appartient aux biens culturels. On pourrait étendre un peu au bâtiment, mais c'est surtout en fait ce qui peut être déplacé. À partir de quand on peut dire qu'il y a eu une première volonté de protection du patrimoine ? C'est récent ? C'est pas du tout récent. En fait, il faut se dire que si on protège le patrimoine, on le protège contre quelque chose. Et ce quelque chose, on peut le résumer, c'est souvent la guerre. Donc la guerre dans l'humanité, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Moi, j'ai une citation, c'est Polybe, donc un auteur du IIe siècle avant Jésus-Christ, disait personne ne peut nier que s'abandonner à la destruction inutile des temples, statues et autres choses sacrées est une action de fou. Il raconte ça dans ses histoires et en fait ça traduit bien en fait ces périodes de destruction du patrimoine, et il mentionne les temples. C'est les premières choses qui sont détruites durant les guerres, ou quand deux civilisations se rencontrent, on essaye d'attaquer ce qui fait le plus mal, donc la religion,
Souvent, c'est ce que les gens tiennent le plus à ces époques-là. Et le temple peut être brûlé, et tout ce qui est contenu dans ce temple-là, c'est des biens culturels qui sont transmis de génération en génération. Donc, peu à peu, après ces destructions-là, on a eu l'idée quand même de protéger de plus en plus les temples, parce que c'était quand même symbole d'une civilisation ou de sa ville, tout simplement. Et les guerres, au fil du temps, ont toujours mis vulnérable le patrimoine. Je pense à Alexandre le Grand en 330 avant Jésus-Christ qui a détruit, incendié Persépolis pour des valeurs, on va dire, pour donner un sens à sa conquête et faire passer un certain message d'une transmission d'empire et de punition. Donc il a incendié toute une ville, donc énorme perte culturelle et patrimoniale pour cette civilisation-là. Et donc il y a eu quand même toujours des ressentis assez forts, et donc une protection qui a été mise en place peu à peu avec le temps. Les Romains, par exemple, à Jérusalem, ont détruit le temple de Salomon. Donc peu à peu, on avance dans l'histoire. Toujours des destructions, les croisades. Voilà, ça a toujours été des destructions jusqu'à un moment où, en France, en 939, il y a eu le concile de Charroux. Nous, on prend souvent cet exemple-là parce que c'est le premier acte de protection du patrimoine en France. C'était une période médiévale où le roi n'était pas assez fort pour, on va dire, maîtriser toute la violence sur son territoire. Énormément de seigneurs se faisaient la guerre en interne. Et donc, les victimes collatérales, c'était les églises de temps en temps qui étaient frappées par la guerre. Et donc, un jour, les clercs, tout cet ensemble de religieux se sont réunis en France pour dire ça serait bien qu'on fasse des règles de la guerre et qu'on nous protège un peu déjà, ça serait pas mal, et qu'on protège l'Église. Et à l'intérieur de l'Église, il y a des biens culturels. Donc là, ils ont fait un concile qui a été ratifié pour faire la paix de Dieu. C'est en gros la paix dans le monde chrétien, et avec surtout la règle qu'il ne faut pas détruire ou attaquer les églises, ces fameux temples de l'Antiquité maintenant qui sont nos églises. Et donc ça, c'était la première intention vraiment législative, les premières règles de la guerre envers la protection du patrimoine. C'était aussi dans un contexte où il se prenait quelques raids à droite à gauche dans le monde chrétien, ou pas du tout? C'est-à-dire, on va dire que l'ambiance n'était pas à la paix partout. Et effectivement, les Vikings étaient passés il y a un peu de moments quand même, un peu de temps sur l'ensemble du territoire, surtout en Normandie, où les premières victimes, les victimes faciles, étaient les églises où c'était pas gardé, où les moines ou les clercs n'étaient pas du tout des combattants. Et donc, il y a eu un peu un ras-le-bol général en France. Et donc, ils ont édicté cette loi qui sont les premières règles de la guerre, qui sont peut-être pas appliquées dans les versions réelles, mais en tout cas, c'est le premier acte de protection des biens culturels, indirectement. Et alors, quel gros événement a enclenché une première vraie réflexion intense sur cette protection du patrimoine ? La première grosse réflexion, on va vraiment sauter quelques années. Ça nous mène durant la guerre de sécession. Oui, donc non seulement c'est quelques siècles d'écart, mais en plus c'est pas le même continent. Non, c'est pas du tout le même continent, effectivement, mais il y aura des répercussions en fait directement sur l'Europe. Je parle de la guerre de sécession pour faire un petit contexte. On se base en 1861 jusqu'à 1865. Donc le Nord contre le Sud, et donc l'Union contre les confédérés, on va dire le monde, un peu un monde moderne et un monde traditionnel, esclavagiste contre non esclavagiste. Industriel et en fait, contre agricole aussi. Donc c'est deux valeurs quand même qui s'affrontent. Aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, c'est une guerre civile. Et en fait, ça c'est un contexte qui est assez important. L'Union, donc le Nord, durant ces conflits, on va avoir une réflexion de se dire, il y a la guerre, le but c'est de reconquérir tout le territoire et de pacifier un peu tout le pays. Donc si on commence à pilonner nos propres villes, qui seront nos villes de demain, ça va pas le faire. Donc détruire nos écoles, détruire nos lieux de culte ou nos lieux de science. Finalement, pour se construire, pour les gens qui vont rester là, ils vont avoir quand même un goût amer de cette défaite ou de cette victoire. Donc l'Union s'est dit, ça c'est une notion qui va rester à travers le temps, si on fait la guerre, autant mettre des règles pour la reconstruction, le après-guerre. Donc ils vont se dire, en 1863, ils vont s'écrire ça s'appelle le Liber Code, un code avec des règles, dont l'article 35 est super intéressant pour nous. Ça va parler il ne faut pas bombarder ou attaquer les œuvres, les bibliothèques et les lieux de science sur tout le territoire. Donc les soldats ont quand même une consigne on fait la guerre mais pas partout, là aussi.
Là, on commence à mettre des règles. Est-ce que c'est respecté, plus ou moins? Et en fait, il faut considérer tous ces bâtiments comme des hôpitaux. L'article dit, voilà, c'est comme des hôpitaux, faut pas tuer les blessés dans les hôpitaux ou les souffrants. Bah là, maintenant, les lieux qui stockent des œuvres ou les bibliothèques ou les sciences, c'est pareil, ça servira à la reconstruction de demain. Même sous siège, on n'a pas le droit d'attaquer ces lieux-là. Et pendant cette période, c'est la naissance aussi des boulets incendiaires, des boulets explosifs. Donc l'armement augmente et ça fait de plus en plus de dégâts sur les villes. Donc c'est pour ça que c'est super important de programmer en fait la suite de ces conflits-là, de se construire. J'imagine les types qui sont en mauvaise posture et qui d'un coup sortent tous leur microscope et leur compas en disant non mais regardez, nous sommes des hommes de science. Ouais, totalement. Et on peut se poser la question de si tout un régiment armé se met dans une bibliothèque, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, est-ce qu'on a le droit de leur tirer dessus? Mais s'ils nous tirent dessus de la bibliothèque, bah, qu'est-ce qu'on fait? Là, le Libercode dit, bon, bah, pas touche. Donc là, c'est une limite, et est-ce que c'est applicable? Ouais, bah oui, ça pose plein de questions derrière. Et on a des témoignages précis de situations comme ça ou pas, non? On a des situations comme ça qui peuvent se passer actuellement. Et il y aura des répercussions, des punitions, en fait, qui vont être mises en place après-guerre. Mais là, moi, je pourrais pas te citer un témoignage durant ces périodes-là, mais maintenant, ça se pose des questions, là, dans notre actualité, des zones de conflit où des armées peuvent se poster dans des lieux de patrimoine et ils vont quand même se faire bombarder. On voit bien tous de quoi on parle. Et alors du coup, comment est-ce que, pour accrocher ça au territoire français, est-ce qu'il y a eu une volonté similaire à un moment donné, ou quand est-ce qu'il y a eu une volonté similaire, puisqu'aujourd'hui on a quand même un appareil de protection du patrimoine, quand est-ce que ça a débarqué en France? En France, ça a débarqué peu de temps après, en 1870. C'est la guerre entre la France et la Prusse. 1870, on a perdu cette guerre-là. C'est les Prussiens qui avancent directement vers Paris. Et il y a eu déjà pas mal de destruction sur la frontière durant ce début de guerre. Le musée, donc c'est la naissance un peu des musées aussi, le musée de Strasbourg a complètement pris feu, a complètement été bombardé. Donc ça fait un peu un électrochoc sur le territoire français en se disant, nous, pays du patrimoine, on a pas mal de choses à perdre. Et c'est aussi là que la plupart des nations commencent à réfléchir. En fait, finalement, le patrimoine, ça peut être une vulnérabilité et ça peut faire mal à l'autre pays qu'on attaque en disant on va siffler vos bibliothèques. Même si on perd la bataille, bah, on aura emporté avec nous quand même une cicatrice quand même assez marquante sur notre territoire. Donc durant cette guerre-là, après l'incendie du musée de Strasbourg, le Louvre, donc grand établissement à cette époque-là, décide d'évacuer en toute urgence une partie des collections, parce que l'armée prussienne avance vraiment très rapidement. Et donc, la solution prise rapidement est de mettre la plupart des collections, en tout cas ils essayent, de mettre directement dans des wagons, donc dans des trains, direction Brest. Et hop, ça part de Paris, direction Brest. Ils essayent de mettre tant bien que mal, surtout, il y a une sélection des premières œuvres, c'est surtout de la peinture. Parce que voilà, plus une affinité sur la peinture à ce moment-là, c'est vraiment l'art, entre guillemets. Donc tout est mis dans des wagons, ça part direction Brest, en Bretagne. Et alors pourquoi Brest? Parce que déjà c'est très loin de l'Allemagne, déjà, c'est un peu plus loin. Et surtout, ils se sont dit, premier abri, ça serait pas mal de trouver un lieu sécurisé et assez grand, donc ils ont pensé à l'Arsenal. Et se dire en plus qu'il y avait la grande marine française qui était dans les parages, donc se dire que si tout se passe mal, on va directement embarquer toutes les collections sur les bateaux et les bateaux vont pouvoir s'en aller et être un peu plus un peu plus dans le mouvement. Donc tout ça marche assez bien, il y a plus de 75 wagons qui partent, presque 300 caisses d'œuvres d'art, donc c'est juste le Louvre par contre. Donc là on a vraiment, c'est juste à Paris, juste le Louvre. Et l'évacuation se passe assez rapidement et sur les caisses, petite stratégie, on marque destination Gabon pour dire que c'est juste peut-être juste des denrées alimentaires, petite stratégie
Oui, tu le disais, les musées à cette époque-là, c'est hyper important. Je rappelle pour ceux que ça intéresse, hein, sur la chaîne YouTube Nota Bene, vous pouvez retrouver un reportage sur le musée de Picardie, qui était vraiment l'instrument de propagande de Napoléon III. Donc voilà, allez faire un petit tour dessus et vous verrez à quel point un musée, ça peut ne pas être anodin. Alors, quand on parle de protection du patrimoine, il y a moi un truc qui me vient à l'esprit aussi, c'est la création, enfin le classement des monuments historiques. À partir de quand on a assisté à la naissance de ça? Ouais, c'est directement ça, c'est une grande protection en France. C'est vraiment très français de directement protéger les monuments historiques. Ça s'est fait juste après la Révolution. C'est aussi un grand moment en France de destruction. C'était vraiment un moment d'énervement contre l'État, la royauté, contre l'Église. Donc il y a eu énormément de dégradation sur l'ensemble d'églises ou de cathédrales. Donc c'était un grand moment de soulagement pour la population. Mais après coup, on s'est dit qu'on avait perdu quand même une partie du patrimoine durant cette période-là, dont la Bastille par exemple. Donc il y a eu déjà un début de réflexion à ce moment-là sur comment on pourrait protéger, même durant des périodes de guerre civile, le patrimoine. Donc ça a mené en 1819, après, pour la première fois, une ligne budgétaire a été créée au niveau du ministère de l'Intérieur sur la ligne monuments historiques. Donc mettre de l'argent pour protéger ces monuments historiques et donc faire une première liste de qu'est-ce qu'un monument historique. Un monument qui a de l'importance et en fait on va avoir le terme de monuments nationaux qui vont apparaître. Donc un monument qui représente la France et qui compte aux yeux des Français. Notre-Dame est un monument national et donc qui sera protégé et qui aura une surveillance déjà de la part des autorités. Et surtout, à ce moment-là, c'est là que ça participe un peu à la guerre de 1870. Ces monuments nationaux deviennent aussi un peu des cibles pour les autres nations, se disant, en fait, vous nous fournissez un peu, des targets, ouais. la liste des cibles à faire pour vous faire le plus mal. Donc, il y a toujours une dichotomie entre les deux. On protège le patrimoine, mais en même temps, on le rend vulnérable parce on le fait connaître. Donc, c'est pour ça que là, l'évacuation de 70 du Louvre reste assez secrète. Ça reste purement militaire, même si effectivement, on embarque les personnes du Louvre avec ce convoi, mais ça reste dans le plus grand secret. Bon, on y reviendra d'ailleurs sur le cas du musée du Louvre, hein, mais c'est pas ce sera pas la dernière fois qu'ils vont être amenés à organiser des sauvetages d'œuvres en tout cas. Malheureusement, non. Suite à 1870, quelle évolution il y a eu dans les décennies qui ont suivi concernant cette protection du patrimoine? Là aussi, je parle toujours d'électrochoc, ça a quand même secoué pas mal d'Européens en se disant effectivement si la guerre arrive jusqu'à notre capitale, l'incendie est pas loin. Donc en 1874, il y a eu la déclaration de Bruxelles qui a été fait en Europe pour donner en fait les lois et coutumes de la guerre sur la protection de 3 différents pôles. Ces pôles-là, on les verra plus tard, mais c'est la science, l'art et le culte. Donc, protéger en fait ces 3 sources de culture, entre guillemets, de patrimoine durant les guerres. Donc, c'est instaurer des cadres. Et en fait, dans cette déclaration de Bruxelles, ils mettent bien que le pillage est interdit et sera puni. Et tout de suite après, en 1880, on a ça s'appelle Oxford Manual, qui est la suite de cette déclaration, qui donne comment protéger les monuments et surtout les punitions qu'on pourrait avoir si on respecte pas ces choses-là. Donc les punitions, ça va être tout simplement du financier après-guerre, de la réparation. Mais bon, ce qui est perdu en termes de patrimoine sera perdu à jamais. Ouais, ça c'est inestimable. C'est inestimable, ouais. Alors quand on pense catastrophe, moi c'est vrai que, bon, peut-être qu'on y reviendra aussi dans la suite de cet entretien, mais j'ai eu la chance de travailler avec énormément de musées, d'institutions à travers Nota Bene, et notamment sur Paris, il y a toujours cette question de la crue centenaire qui revient, et de tous les plans possibles qu'on peut essayer de mettre en place pour sauvegarder les œuvres. 1910... on n'a pas une petite crue à Paris. Ah non, c'est le retour de la grande crue de la Seine. Moi, je suis basé en Normandie, donc la Seine passe par quelques grandes villes comme Rouen, qui pouvaient faire du dégât. En fait, cette crue centenale a une chance sur 100 d'arriver tous les ans.
Donc elle est arrivée en 1910 et ça a été une véritable surprise pour pas mal d'institutions parisiennes. La crue est montée d'un coup et en fait, par exemple pour le Louvre, les réserves sont en sous-sol où pas mal de musées avaient leurs réserves en sous-sol, ce qui est pas optimal pour l'inondation. Et donc là aussi, ça fait un électrochoc, mais cette fois-ci pas en fonction de la guerre. On s'est dit, ah finalement, il y a un autre ennemi qui arrive, c'est le climat, on va dire, le côté très naturel des choses. Mais effectivement, comme là c'est un bon exemple, comme toute catastrophe, les années qui suivent, on va un peu oublier ce traumatisme avec les années qui vont passer. Surtout 4 ans plus tard, il y a un événement qui va faire un peu oublier les choses, qui va faire revenir un peu plus à la réalité aussi. Oui, qui n'est pas un petit conflit, hein, puisque là on va enchaîner sur la Première Guerre mondiale en fait. Ouais, directement la Première Guerre mondiale va là aussi relancer les choses sur la protection. En fait, tout le monde va dire comment on fait pour évacuer. Surtout là aussi, ça se passe souvent que à Paris. Là, cette fois-ci, les gens se disent, la plupart des conservateurs se disent, ça serait bien d'évacuer autre chose que en plus du Louvre et d'essayer de programmer des choses. Donc, il y a une commission et des unités de transport militaire qui vont être affectées à ce projet-là. Et en fait, en 1914, dès l'entrée en guerre, tout de suite, il y a un dynamisme qui va se mettre en branle. Énormément de musées du Nord vont envoyer leurs collections vers Paris pour tout de suite, après les œuvres parisiennes, partir directement dans le sud. Là, cette fois-ci, on ne choisit pas la Bretagne, parce qu'il y a eu des retours d'expérience comme quoi la Bretagne, c'était un peu humide pour les œuvres. Donc, on choisit quelque chose de un peu plus ensoleillé. Oh, il pleut, voilà. Je vais pas dire du mal de mes amis bretons, mais voilà, il y a un peu trop humide, surtout dans l'arsenal de la marine. On s'est dit, un petit endroit un peu plus ensoleillé, ça serait pas mal en France. Donc, c'est parti. Toulouse. Finalement, Toulouse, ça va être choisi dans un grand monument de Toulouse qui va être, je sais plus si c'est on va dire une grande église ou une grande abbatiale, pouvait être mis à l'intérieur de cet édifice et dans quelques villes du sud. La Joconde va partir aussi. Donc c'est 40 000 œuvres qui vont partir durant ce conflit. Et là, le retour d'expérience va être assez rapide. C'est un conflit qui va durer quand même 4 ans, donc il faut se dire que là, par rapport à l'ancien conflit qui a duré quelques mois, là ça va être 4 ans de surveillance de collections qui sont en dehors de leur musée. Et en fait, l'église et le sol, c'est de la terre battue. Et donc je sais pas si vous avez l'expérience avec vos grands-parents, mais une cave en terre battue, ça fait beaucoup d'humidité. Et en fait, il y aura pas mal de problèmes de conservation des œuvres à ce moment-là. Mais il y aura une sécurité qui sera hors norme autour du bâtiment avec plusieurs fois un mot de passe qui change par jour avec des unités stationnées à l'intérieur et tout un ensemble de logistique. C'est quand même énorme de déplacer 40 000 œuvres pour aller à Toulouse ou dans différentes grandes villes. Donc ça, c'est vraiment un grand défi qui a été mis en place. Et aussi, pendant l'époque où ça se passe durant la Première Guerre mondiale, il y a énormément de tranchées qui vont être construites. Et dès le début, les archéologues vont émettre des guides aux soldats, à l'intention des soldats, à l'intention des officiers, pour essayer de cadrer les découvertes fortuites. Donc ça, c'est super intéressant, se dire que les soldats qui creusaient les tranchées avaient quand même des consignes de s'y trouver des choses assez intéressantes en termes d'histoire de patrimoine et qui devaient en référer à leurs supérieurs. Donc il y avait un guide archéologique pour ces découvertes fortuites. Ça, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. J'étais pas du tout au courant de ça. Ouais. Oui, c'est assez marrant. Et en fait, on voit que c'est toujours un monde assez caché, mais c'est quand même des législations qui vont impacter la guerre de plus en plus fortes. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous souligner qu'il existe une archéologie de la Première Guerre mondiale. C'est une archéologie qui est pas très développée, mais qui se pratique et ça nous permet de découvrir des choses qui sont assez passionnantes. Après la guerre, comment est-ce que tout ça a évolué ? Après la guerre, malheureusement, je t'avais parlé d'une commission, des unités de transport militaires qui seraient un peu affectées à ça, parce que les collections, déjà, les collections re-rentrent dans leur institution respective, donc toujours une grosse logistique. Les personnes professionnelles sont assez impactées par ce qui vient de se passer et réfléchissent toujours comment améliorer leur logistique. Et si jamais un autre conflit éclate, on sera prêt, toujours dans l'optique. Cette commission va être dissoute au final
parce que voilà, côté militaire, on se réoriente vers autre chose. Mais ce conflit international va faire réfléchir et va faire avancer les choses. Là, on va se projeter encore une fois aux États-Unis, mais c'est un exemple assez parlant. C'est en 1935, il y a un rassemblement de tous les pays en Amérique pour essayer de réfléchir sur ce positionnement de la protection des biens culturels en temps de conflit. Donc il y a un ancien peintre russe qui va immigrer en Amérique et qui va essayer de faire bouger les choses sur ce thème-là. Il va essayer de constituer un texte qui s'appelle le Roerich Pact. Donc cette personne, ce peintre Roerich, va essayer de convier tous les pays américains autour de la table pour dire, moi, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai fait un symbole qui pourrait être mis sur les devantures de tous les musées, de tous les monuments historiques, pour signifier aux armées de toute l'Amérique qu'il ne faut pas toucher ou qu'il ne faut pas dégrader ce bâtiment-là. Donc le symbole, vous pouvez le trouver sur Internet, c'est un grand cercle rouge, et à l'intérieur, il y a trois cercles, trois billes qui forment une espèce de trinité. Et en fait, ça rappelle les trois pôles qu'on a parlé tout à l'heure, qui sont l'art, la culture et la science. Donc en fait, voilà, on a la protection de ces trois pôles et ce symbole va être confirmé et va être établi par tous les pays américains. Ils vont se mettre d'accord sur l'utilisation de ce symbole-là et vont se mettre d'accord qu'il ne faut pas dégrader ces bâtiments. Donc c'est déjà une avancée considérable. On appelle ça la Pax Cultura, donc la paix par la culture, et donc ça protège les monuments historiques et les musées aussi. Et en fait, c'est la première grande réflexion qui va impacter aussi l'Europe et le monde dans lequel nous vivons. Je vais vous présenter après d'autres symboles qui sont partout maintenant dans le monde pour protéger ce patrimoine en temps de guerre. Et alors, c'est des symboles qu'on retrouve directement sur les monuments ? Ouais, alors, comme d'habitude, ça fait un peu cible, mais en tout cas, dans la globalité de l'Amérique, dans tous les pays américains, c'est le signe qui est toujours utilisé. En tout cas, pour signifier que on ne devrait pas toucher à ce bâtiment-là. Ça fait un peu toujours la règle, la guerre un peu de gentleman où on se tue, mais bon, on essaye d'être gentil avec l'autre et pas détruire son musée. Donc il y a un peu entre les deux, mais en tout cas, c'est toujours en vigueur aux États-Unis, dans les pays américains, en tout cas, enfin de l'Amérique. Là encore, s'il y a un mouvement de ligne de front, tu t'appelles 2-3 maçons, tu montes un mur, tu mets le truc devant. Allez les gars. Il y aura quand même des punitions pour abus de signes, ça c'est sûr. Après. Si on peut rétropédaler juste 2 petites secondes, on a une question dans le chat, oui. Quelqu'un qui nous demande si par rapport à cette consigne qui a été donnée aux soldats qui creusaient les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, est-ce qu'on a pu faire des découvertes grâce à ces directives ? Ah, ça, je pourrais pas te dire s'il y a eu des découvertes. Il y a eu tellement de tranchées qui ont été construites que j'espère qu'il y a forcément eu des découvertes. Mais est-ce qu'ils ont été remontés ? Ça, je ne sais pas du tout. Il faudra aller chercher dans les archives militaires de cette période-là pour savoir s'il y a eu des remontées. Mais en tout cas, moi, j'en ai pas vu sous les yeux d'un exemple vraiment probant. On est dans une période quand même où les soldats étaient assez sensibilisés à la culture, donc j'imagine que les officiers devaient être au courant, mais après, est-ce que ça remonte plus loin, vu qu'il y a autre chose à faire sur le front ? Carrément, je sais pas. Après la Première Guerre mondiale, on a pas de bol, on a eu la Seconde Guerre mondiale. Pas de chance, mais en France, on a prédit. Alors ça, c'est beau, on l'a prédit un peu. Là, cette fois-ci, tout va se mettre en branle, donc grand conflit vraiment international. La France va être happé dans ce conflit directement. Et 7 jours avant la déclaration de guerre, la plupart des collections parisiennes vont commencer à bouger. Cette fois-ci, là aussi, en fait, vers le sud, vers plusieurs villes. Et en fait, juste avant la guerre, là, du côté européen, en 1933, il y a déjà des grandes institutions patrimoniales qui ont réfléchi à comment évacuer toutes leurs collections et trouver des abris pour protéger ces œuvres. Donc il y a eu pas mal de réflexions sur comment évacuer toutes ces œuvres rapidement. Il y a même eu à un moment la possibilité d'utiliser les péniches sur la Seine pour évacuer le plus rapidement possible en suivant les cours d'eau. Et en fait, ça rejoint un peu la réflexion des abris. À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme
grand et beau abri pour collecter toutes ces collections de musées. Ah bah écoute, t'as fait le chauvin tout à l'heure avec ta Normandie, donc même si c'est un peu éloigné de la Touraine, voilà, je le rattache quand même. On sait que Chambord, par exemple, au hasard, ça a pu servir. Bingo. En fait, vu qu'il y a la décision peut-être d'utiliser les péniches, on se dit qu'est-ce qui est près des cours d'eau et qu'est-ce qui peut être éloigné des villes. Les grands châteaux, il y a de l'espace, c'est assez bien en termes de climat à l'intérieur. On peut surveiller facilement, donc les bombardements vont pas quand même impacter les châteaux jusque-là. On essaye de trouver des abbayes un peu éloignées, on essaye de trouver des caves, des anciennes mines. Tout ça va être une grande réflexion et il y aura à peu près une liste de 83 ou même plus de lieux de repli, mais des grands lieux de repli. Et donc 7 jours avant la déclaration de la guerre, il y a énormément de convois qui vont partir. Il y a à peu près en tout, si je dis pas de bêtises, il y a 107, plus de 100 convois qui vont partir. Donc ce qui est énorme. Ça représente un tiers des collections publiques françaises qui vont partir à ce moment-là. C'est vraiment une logistique démesurée. Et peu à peu, 7 jours, ça va pas suffire. Au début, Chambord est désigné comme le lieu de réserve de toutes les collections. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, le Chambord sature et Chambord va devenir une plateforme de distribution et pas de réserve. Donc là, c'est ça va devenir le Rungis de l'art. Ouais, c'est ça, exactement. Il y aura pas de vente. Enfin, on verra après. Et en fait, ça va pas suffire. Les Allemands vont vite arriver au niveau de Paris, ce qui fait aussi la prise de décision de une des parties, pourquoi on fait la reddition assez rapidement quand les Allemands arrivent, c'est qu'on craint les bombardements. On craint les bombardements pour les monuments historiques, on craint les bombardements pour les collections qui sont restées, malheureusement, bloquées dans certains musées. Et donc on prend la décision de on va éviter tout dommage, on va éviter le bombardement sur Paris, ça serait dramatique. En plus, la Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup de destruction de villes, donc il y a eu quand même l'apprentissage de ce moment-là. Et en fait, Chambord, dommage pour nous, ça va faire un cadeau un peu aux Allemands qui vont arriver, aux nazis, de dire que voilà, tout est réuni là-bas, donc on a juste à se servir après. Donc il y a une grande logistique qui a été mise en place. Il y a un service de monuments, des monuments historiques qui suit tous les convois, mais ça va pas suffire. Et là, après, on rentre dans une période d'occupation qui va quand même énormément changer les choses aussi. Justement, en quoi ça change les choses? Parce que effectivement, ces œuvres d'art qu'on a protégées, elles sont toujours là, mais elles sont un peu aux mains de l'ennemi, quoi. En plus, on a une personne dans le camp des nazis qui s'appelle Hermann Göring, qui est un fanat d'art, qui est un boulimique de l'art. C'est ce qu'on dit pour lui. Donc lui, son premier réflexe, ça sera d'arriver à Paris, vers le Louvre, et de se dire moi j'aimerais bien me faire ma petite collection, et j'ai des châteaux un peu partout, donc je vais vous prendre tout ce qui me chante. Donc il y aura des personnes au Louvre qui vont collaborer. Il y a une personne dans le Louvre qui va collaborer, qui va préparer les visites de Göring et dire tout ce qu'on peut vous donner, voici, etc. Donc les Allemands vont envoyer aussi un service dédié à la sélection des œuvres pour la grandeur allemande, et ils vont se servir allègrement dans les musées parisiens. Ils vont faire énormément de spoliation chez les familles juives aussi. Il y aura énormément de destruction aussi d'art par rapport à cet art dégénéré, c'est comme ça qu'ils l'appellent, vraiment des autodafés. Mais il y aura aussi de notre côté, durant cette période-là, de la grande résistance. Et on a une figure quand même assez héroïque de ce côté-là, elle s'appelle Rose Valland, qui est un symbole pour nous qui travaillons dans ce domaine-là. Dis-nous en plus, parce que j'ai un autre symbole après dont il faut que je te parle. D'accord, ok. Rose Valland, je ne sais pas si tu la connais peut-être de nom. Elle était attachée bénévole au musée de Paume, du musée du jeu de Paume. Donc elle est attachée bénévole. C'est une période où c'était quand même un monde d'hommes. Donc c'est marqué bénévole alors qu'elle a tous les diplômes pour être attachée de conservation sans problème. Donc c'est une femme qui travaille au musée du jeu de Paume. Les Allemands arrivent, donc ça se situe pas loin du Louvre, et elle va faire un travail exceptionnel sur la surveillance et l'inventaire de tout ce qui part, par qui et où,
Donc elle va commencer à prendre des notes sur qui se sert et vers où ces collections vont. Et en fait, elle va être désignée par son supérieur qui est Jacques Jaujard pour faire ce travail-là. Jacques Jaujard qui est un résistant, lui qui est carrément dans la résistance, et il va lui dire, voilà, vu que Rose, si tu travailles là maintenant pour les Allemands, mais je sais que tu parles allemand, donc ça serait bien si tu arrives à saisir ce qui se dit et de mettre de côté toutes ces notes. Donc elle va essayer d'écouter, elle va essayer de voir tout ce qui part, et le soir, elle va avoir une grande mémorisation de tout ça, elle va marquer dans ses notes toutes ces informations-là pour les transmettre à Jacques Jaujard, qui va transmettre après au réseau de résistance, qui vont faire des actions pour freiner ce vol et aussi récupérer certaines œuvres. Et en fait, ces notes-là serviront après la guerre à récupérer toutes ces œuvres qui vont être dispersées. Donc elle va travailler durant toute la Seconde Guerre mondiale à ce travail-là sans se faire prendre. Donc nous, c'est vraiment un symbole. Donc c'était une femme qui était en couple avec une autre femme à cette époque-là, en plus qui faisait de la résistance et qui travaille donc sur la protection des monuments et des collections. Donc nous, c'est devenu un symbole pour nous un peu caché et pas trop connu. Elle est badass, quoi. Elle est vraiment badass, et en fait, ça va pas s'arrêter là. La Seconde Guerre commence à se terminer. Le service allemand au Louvre, dans les milieux parisiens, vont se dire, on se fait un dernier train. Allez, faisons-nous plaisir. On fait un train, on met toutes les œuvres d'art et ça part direction Berlin. Donc eux blindent le train, ils s'en vont. Le train commence à partir, et là, Rose Valland, qui a saisi les informations, va les donner à Jacques Jaujard, qui va mettre en place son réseau de résistance. Et ce train chargé d'œuvres d'art va être ralenti. Les conducteurs de train vont simuler des pannes, les ingénieurs vont essayer de ralentir le train mieux qu'ils peuvent. Les résistants vont faire des actions aussi de ralentissement, ce qui va faire que le train ne quittera jamais la France et sera tellement ralenti que les Alliés vont arriver à ce moment-là. Et en fait, on va récupérer toutes ces œuvres qui ne vont pas être dilapidées ou même cachées, peut-être brûlées, en Allemagne. Ouais, c'est incroyable. Quelqu'un dit dans le chat, ça ferait un film superbe. Je m'étonne que on n'ait pas fait une petite anecdote, par exemple, au moins dans le film Monuments Men. Je sais pas si tu l'as vu, peut-être. Oui. Avec, Monuments Men, je me suis pas trop renseigné le pourquoi du comment, mais je sais que Cate Blanchett joue une femme qui fait exactement le même rôle. En fait, c'est Rose Valland. Ils l'ont pas appelée Rose Valland, je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est pas trop attardé sur le train. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais voilà, c'est la naissance des Monuments Men à ce moment-là. Ouais. Et c'est elle, en France, qui va être un peu aussi l'icône de cette création des Monuments Men. Les Monuments Men, en fait, c'est une section de l'armée américaine, des militaires et des conservateurs qui viennent de partout dans le monde. Ils vont être à peu près 348 personnes de 14 nations différentes, et leur but, eux, ça sera, pendant la guerre, de planifier leurs opérations, d'essayer de trouver les œuvres cachées par les nazis et essayer de les débusquer et de les ramener après à leurs propriétaires. Et donc après la guerre, eux vont continuer leur action pendant 6 ans avec Rose Valland, qui va intégrer les forces armées. Elle va devenir, je sais plus trop son rôle, mais elle va devenir, je crois, capitaine. Donc elle va continuer à travailler avec ces Monuments Men and Women, parce qu'il y avait des femmes aussi dans cette section-là. Ils vont réussir à sauver plus de 60 000 œuvres durant cette période, ce qui est démentiel. Ils vont faire des découvertes inédites. Donc, comme par exemple, ils vont découvrir une mine en Autriche, une ancienne mine de sel qui va être remplie à craquer à ras-bord d'œuvres d'art. Donc ça, c'est une grande victoire aussi pour ça. Et donc, ils vont restituer un grand travail de restitution de toutes les œuvres spoilées, donc de toutes les œuvres de ces familles juives qui ont été confisquées. Donc ça peut être des grandes peintures de maîtres qui vont être redonnées aux familles des survivants ou aux familles qui étaient cachées durant la Seconde Guerre mondiale. Je me demande si cette histoire de la mine, on le voit pas dans le film, mais ils l'ont mis pendant la guerre et pas après. Ouais, moi aussi j'ai un souvenir d'eux dans des mines. Dans une grotte en tout cas. Ouais. Voilà. Mais alors j'allais te parler d'une autre figure tout à l'heure, et en fait j'allais te parler de Jaujard justement parce que j'ai pu jouer il y a quelques années. Je crois que c'était France Télé qui avait sorti avec je sais plus qui un jeu vidéo qui s'appelle Sauvons le Louvre. Et en fait tu joues Jacques Jaujard, et c'est un petit jeu de gestion
où l'objectif c'est de sauver le maximum d'œuvres d'art sans te faire gauler, parce que si tu fais trop bien ton boulot, les Allemands se se méfient un petit peu, et donc il faut faut prendre des décisions qui parfois sont pas faciles. Ça fait partie de ces jeux qui jouent un peu sur la morale et sur à quel point je dois collaborer avec l'ennemi pour cacher que je suis résistant, et qu'en fait j'essaye de préserver les œuvres, quoi. Jeu très intéressant, hein. Sauvons le Louvre, c'était disponible je crois gratuitement en ligne. Donc n'hésitez pas à aller chercher, peut-être que c'est toujours en ligne, je ne sais pas, mais ça vaut le coup. C'était notamment c'est dans la vanne des serious games, hein, donc c'était beaucoup utilisé à l'école notamment, et il y a le camarade Romain Vincent de la chaîne Jeux Vidéo Histoire qui avait fait tout un article dessus, c'est très intéressant, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur, au global, les œuvres qui ont été spoliées par les Allemands? On sait la masse que ça a représenté, ou même peut-être certaines œuvres célèbres qui ont pu être déplacées? Il y a eu vraiment énormément d'œuvres qui ont été spoilées. Là, je t'ai parlé de 60 000 œuvres qui ont été rendues, qui ont pu être sauvées, mais c'est un mélange énormément d'œuvres qui étaient privées, mais aussi publiques. Et en fait, nous, on les appelle les MNR. C'est des monuments nationaux de récupération. Et en fait, ces MNR-là, il y en a à peu près 2000 en France, qui vont être en fait des œuvres qui vont être retrouvées, dont on ne sait pas à qui elles appartenaient, mais elles appartenaient presque à 100% à des familles juives. Et en fait, on n'arrive pas à retrouver les propriétaires. Donc en fait, ce travail-là continue toujours. Les Monuments Men existent toujours, mais en très petit nombre. C'est en Amérique que ça se passe. Et c'est des personnes qui, comme font de la généalogie pour les œuvres d'art, pour essayer de retrouver en fait ce travail d'enquête, à qui appartenait telle ou telle œuvre. Il y a eu vraiment je pourrais pas te citer là de tête, mais il y a eu vraiment énormément de chefs-d'œuvre qui ont été restitués et volés. Mais en tout cas, nous, en France, dans les collections de pas mal de musées, il y a des tableaux qui vont être avec la mention MNR, dont les musées ont eu la garde, en fait, on la garde, qui sont pas encore repartis dans ces familles juives et qui resteront toujours un peu jusqu'à temps que l'enquête avance dans cette zone de flottement, en fait, sous la protection des musées. Il me semble que j'avais écouté une ou deux émissions d'affaires sensibles de Fabrice Drouel sur France Inter à ces propos-là, autour des Monuments Men, autour de la sauvegarde du patrimoine et des trafics d'art pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc n'hésitez pas à aller googlez ça aussi. Je pense qu'il y a des très bonnes émissions à suivre. Entre ça et il y avait une émission, je crois, sur un faussaire qui s'amusait donc à imiter des tableaux célèbres pour les refiler aux Allemands, pour les vendre aux Allemands pendant la guerre, et qui s'était fait gauler après coup, en fait. Mais il avait été impliqué, je crois, dans ces histoires. On avait retrouvé sa trace en disant, mais vous avez été un collaborateur, vous avez vendu tout un tas de peintures, et le gars, en fait, pour se sauver, quoi, de dire non, mais en fait, c'était un Hollandais, c'est ça. Et le gars, il disait non, mais j'ai rien vendu du tout. Moi, en fait, j'étais faussaire, j'ai fait des faux tableaux. C'était assez fou comme histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, donc, tu le disais, il y a des groupes qui ont été mis en place pour essayer de retrouver ces œuvres-là, et peut-être aussi de faire condamner certaines personnes, justement. Donc, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette réflexion de préservation du patrimoine? Qu'est-ce qui s'est passé? On parle souvent du tribunal de La Haye. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelles ont été les conséquences? Tout de suite, entre guillemets, après la guerre, donc il y avait eu un bon mouvement. Les Monuments Men sont restés. Cette fois-ci, ça n'a pas été dissous. Donc pendant 6 ans, les Monuments Men ont cherché un peu à restituer, à faire payer tous ces gens-là. Il y a eu des collaborateurs français qui ont été punis. Mais donc, on avait voulu légiférer. Et ça, c'est super important. Au niveau, cette fois-ci, international, on a essayé de rédiger ce qu'on appelle donc le premier protocole de La Haye, la Convention de La Haye, qui va être le premier texte, la première convention culturelle pour donner les principes de la protection des biens culturels en temps de guerre et les punitions qui vont avec. Donc c'est au même moment, il y a tous ces mouvements internationaux qui vont être créés. Donc l'UNESCO va être là aussi créé. L'UNESCO va essayer de défendre
ce texte. Donc le texte en lui-même, c'est essayer de définir pendant une guerre le avant, pendant et après. Qu'est-ce qu'on fait de ces biens culturels? Comment on les protège? Qui les protège? Quelles sont toutes les infos et surtout les interdictions qu'on peut donner. Donc on donne vraiment des mesures et des réglementations en temps de paix, en temps de conflit et après le conflit pour se reconstruire, le retour à la paix. Donc on essaye d'établir aussi les premiers marquages sur les PSBC, sur les biens culturels. Donc essayer de marquer vraiment de manière significative tous les biens culturels qu'on peut protéger et qui sont, on va dire, protégés contre tout acte de guerre. On essaye de faire une liste de refuges qui serait internationale cette fois-ci, qu'on puisse déplacer les collections en dehors des frontières pour pouvoir les recueillir et ils essayent de faire une liste en tout cas ça s'appelle les listes de no strike où il faut pas du tout bombarder ces zones-là pour éviter tout simplement de perdre un maximum de collections patrimoniales. Ouais, et puis là encore, on peut s'imaginer qu'il y en a certains qui pourraient être tentés de filouter en cas de conflit. Alors, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on l'a vu, c'est principalement les autorités militaires qui s'occupaient de la protection des biens culturels, de leur évacuation. Après la guerre, ça devient réellement une préoccupation civile. Pourquoi est-ce qu'il y a ce basculement d'un coup? Ce basculement, il peut être vu en fait par la fin des conflits, tout simplement. L'armée se passe à autre chose, eux de leur côté, et donc il y a quand même un relais qui se fait sur le civil. Il reste plus que les conservateurs qui ont vécu quand même ces deux guerres ou cette guerre mondiale et qui ont toujours cette peur de se dire maintenant il n'y a plus les militaires, donc on doit quand même prévoir un peu seul. Donc il y a des groupes qui commencent à se former entre institutions patrimoniales parisiennes ou autres pour réfléchir de nous, sans l'armée, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger. Et peu à peu, il y aura des réflexions internationales qui vont être menées, qui vont traverser les frontières. Et en fait, la plupart de ces conservateurs de tous les pays vont commencer à discuter entre eux sur les actions qu'ils peuvent mettre en place durant ces périodes de conflit, ou même ils commencent à réfléchir sur ces périodes de non-conflit. Donc s'il y a un jour, il y a un événement naturel qui se passe chez eux, quelles sont les bonnes marches à suivre et qu'est-ce qu'on peut apprendre en tout de tous ces conflits. L'UNESCO va être moteur, clairement. Et donc l'UNESCO, qui n'est pas du tout militaire, va, on va dire, faire un chemin vers la réflexion internationale. C'est peut-être le moment d'ailleurs justement de parler d'un truc que j'ai évoqué au tout début de l'émission, à savoir les boucliers bleus. Parce que t'en fais partie, c'est quoi? Alors le bouclier bleu, ça a été créé très rapidement, enfin, pas du tout rapidement en fait, ça a été créé en 1996, donc pas du tout rapidement après la guerre. En fait, il faut voir que les guerres ont fait un électrochoc, il y a eu énormément de choses qui ont été faites sur la protection des biens culturels, et après, peu à peu, ça s'est tari. Il y a eu un moment de creux où on s'est dit, bah finalement, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas trop de conflits, il y avait quand même les conservateurs qui réfléchissaient à comment on pouvait se préparer. Mais en 1996, il y a ces réflexions de l'UNESCO de se dire, en termes mondial, on a tellement de choses à gérer, on va créer une sorte de nouvelle aile, une nouvelle délégation pour s'occuper que de ce principe-là, de la protection des biens culturels en temps de guerre. Donc l'UNESCO va créer le bouclier bleu. Et le bouclier bleu sa tâche est de protéger les biens culturels en temps de guerre partout dans le monde. Et leur stratégie, en fait, ça va être de créer des sections nationales dans chacun des pays qui feraient partie du bouclier bleu pour en fait créer une antenne qui permettrait aux conservateurs de s'unir dans un pays. Par exemple, imaginons un pays où il pourrait y avoir la guerre, la Syrie. Des conservateurs de pas mal de musées vont pouvoir créer leur bouclier bleu Syrie, et vont pouvoir discuter entre eux et commencer à faire des actions de protection sur le territoire avec le financement et l'aide internationale que le bouclier bleu international pourrait faire. Donc nous, le bouclier bleu France a été créé en 2001, et le but est que la plupart des pays ça serait que la plupart des pays aient un bouclier bleu international, enfin dans leur pays à chaque fois, et qu'il y ait on va dire une synergie entre tous les pays pour qu'ils puissent avoir de l'entraide.
Mais en réalité, c'est que c'est une action quand même qui se fait assez lentement et surtout qui est assez dynamique dans les pays qui sont pas du tout en guerre. Parce que quand on est dans un pays en guerre, on n'a pas trop le temps de créer son bouclier bleu. Donc c'est une action aussi qui est voilà, une balance, ça avance peu à peu. C'est une action qui finalement est assez préventive et vaut mieux la mettre en place avant le déclenchement d'un conflit que quand on est dedans et qu'on n'a pas le temps parce qu'on a d'autres choses à gérer, quoi, hein, clairement. Complètement, en fait, ça va être des actions, le bouclier bleu va être purement bénévole. Il y aura pas, c'est aussi ça qui est un énorme frein, c'est purement du bénévolat, donc il n'y a pas une personne qui a un poste fixe dans chaque pays pour dynamiser un peu cette action. Donc ça va être que du temps à part. Et quand en fait on a un travail de conservateur et en plus qu'on a un conflit chez soi, on n'a pas beaucoup de temps dédié, on fait souvent surprendre en fait. Donc en fait c'est pour dire que le bouclier bleu grandit à une période où tout devient international, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Quand on voit que il y a énormément en fait d'exemples de destruction du patrimoine malgré la présence de l'UNESCO, de l'OTAN, des casques bleus, etc. Par exemple, dans la région du Moyen-Orient ou par exemple Afghanistan, la destruction en 2003 ou en 2001 des Bouddhas de Bamiyan, ça a été quand même inévitable. Donc les talibans sont arrivés, ont imposé une vision de leur passé ou leur vision religieuse et ont fait dynamiter un ensemble de Bouddhas. Et après, bon, il y a eu de la revente de biens culturels. Mais ça, c'était inévitable malgré en fait cette protection internationale. Il y a toujours un peu la réalité qui nous surprend et qui nous ramène à la réalité. Et même si on prend un autre exemple, on pourrait se dire que les pays membres de Bouclier Bleu sont irréprochables, mais en 2003, lors de la guerre d'Irak, les États-Unis sont arrivés proche de l'ancien site de Babylone et ont établi un camp qui s'appelait le camp Alpha. Et en fait, ils l'ont fait carrément sur l'ancien site de Babylone. Donc, ce qui a créé des destructions à cause des camions qui passent, des hélicos qui arrivent. Qui a créé des gros problèmes sur le territoire. Et en fait, voilà, les États-Unis donnent des bons conseils, mais finalement, on les respecte pas. Ouais, alors pour ceux que ça intéresse aussi, Bamiyan, hein, j'arrête pas de renvoyer vers d'autres émissions, mais en fait, ça fait bientôt 10 ans que Nota Bene existe, donc on commence à avoir roulé notre boss, à avoir fait pas mal de sujets. Bamiyan, vous avez un sujet là-dessus, sur les Bouddhas, ça vous intéresse, sur la chaîne Nota Bonus. Voilà, donc vous tapez même Nota Bene Bamiyan, Bouddha de Bamiyan, vous allez tomber dessus sans problème. Et alors du coup, toi, tu as quel rôle au sein du bouclier bleu? Au sein du bouclier bleu France, cette fois-ci. Donc, mon but, je suis parti donc du conseil administratif du bouclier bleu. Et en fait, mon rôle, avec tous mes autres collègues, c'est de dynamiser l'action du bouclier bleu partout en France. Ça, c'est un gros problème parce que souvent, bouclier bleu France est basé à Paris. Et donc, principalement, les actions se font, on va dire, sur l'Île-de-France et peu à peu, en fait, on a réussi à élargir là, durant ces dernières années, sur l'ensemble du territoire. Et peu à peu, en fait, il y a des sections locales qui se créent, par exemple Atlantique ou dans le Sud, etc., pour à chaque fois créer des acteurs locaux qui aient le temps de travailler sur ces sujets-là. Donc le bouclier bleu, qui sont ces bénévoles, ça peut être des sapeurs-pompiers, ça peut être des personnes qui travaillent dans les musées, dans des bibliothèques, dans des archives, ça peut être même des militaires. On essaye de réunir vraiment la plupart des acteurs de ce monde-là pour travailler sur ce sujet-là. C'est une action qui prend du temps, mais qui peu à peu se renforce. Et alors, quand tu nous disais tout à l'heure que, bon, malheureusement, parfois, malgré les initiatives des boucliers bleus ou de l'UNESCO en général, bon, on n'arrive pas à protéger le patrimoine. Est-ce que, au contraire, tu as des exemples où le bouclier bleu ou les boucliers bleus ont pu avoir un rôle significatif de protection du patrimoine? Là, on peut penser directement à un conflit qui serait actuel et pas si loin de nous. Ça serait l'Ukraine, grand moment de guerre et en fait énormément de destruction sur tout le territoire. Alors que peut faire le bouclier bleu international ou le bouclier bleu France? C'est nous, on a pu envoyer des convois de matériel directement en Pologne, puis après la Pologne transmet à l'Ukraine. C'est du matériel de conditionnement des œuvres d'art, de renforcement de la protection. Par exemple, en Ukraine, les souffles d'explosion défoncent tous les vitraux aux alentours. Donc le but, ça serait de mettre tout simplement des barrières
en fer devant les vitraux pour éviter que le souffle détruise tous ces vitraux. Donc emballer les statues, des sacs de sable et surtout le bouclier bleu. En général, c'est un immense réseau. Et quand les personnes, par exemple, en Ukraine, se font bombarder dans leur musée, ils peuvent fuir dans des pays qui sont membres du bouclier bleu. Et les boucliers bleus peuvent héberger ces personnes-là professionnellement dans des musées. Le temps de pouvoir suivre ce qui se passe chez eux, l'endroit où ils se font bombarder, et de prévoir la suite de eux qui réintègrent leur fonction dans leur pays où la situation est complètement chaotique. Donc ça leur permet de continuer à travailler en fait, de pouvoir fuir mais continuer à travailler. C'est ça qu'on peut apporter donc en termes de réseau. Moi personnellement au bouclier bleu, j'ai eu l'occasion d'intervenir en Belgique parce qu'il y a eu d'énormes inondations. Et en fait le bouclier bleu France a proposé au bouclier bleu Belgique leur aide en envoyant du matériel et des personnes formées pour les aider lorsqu'un musée était complètement enseveli sous l'eau et la boue, en fait. Donc il y avait tout un ensemble archéologique qui était recouvert de boue. Une seule personne pour traiter un hangar entier. Donc c'était un désastre. Donc nous, on est venu aider à ce moment-là. Justement, peut-être, ça fait non, ça fait pas une belle transition, belle n'est pas le mot, mais en tout cas, on a parlé des catastrophes militaires liées à l'homme, on a aussi les catastrophes naturelles. Donc le climat, on le voit, entre de plus en plus en jeu dans ces questionnements autour de la sauvegarde du patrimoine. À partir de quand on a eu conscience de cette menace que pouvaient constituer les catastrophes naturelles pour les biens culturels? Ça a toujours été une menace qui plane autour de tous les pays. La guerre, c'était souvent la menace principale, mais peu à peu, en fait, avec on va dire la paix qui est revenue en Europe, par exemple, on a vu de temps à autre des grands événements climatiques qui pouvaient détruire vraiment énormément de patrimoine. Et c'est là qu'on a pris conscience. C'est une conscience qui est assez récente. Donc avec le changement climatique, c'est comme l'apparition du mot changement climatique, dérèglement climatique. Ça a apparu à ce même moment-là. C'est un domaine qui est assez récent, une prise en compte qui est assez récente. Et en fait, nous en France, on n'a pas de guerre, tant mieux, mais on a beaucoup d'aléas climatiques qui sont de plus en plus nombreux et qui sont quand même de plus en plus dangereux et qui rendent de plus en plus vulnérables les institutions patrimoniales. Donc il faut faire quelque chose. Donc moi, ma spécialisation en Normandie, c'est plus maintenant les aléas climatiques naturels, les grandes catastrophes naturelles. Je t'ai parlé de la Belgique récemment, mais nous, dans le sud de la France, on a énormément d'inondations. Ils se font de plus en plus. Et bon, en plus de dévaster des villes donc où il y a des habitations, etc., ça dévaste aussi des monuments historiques et des musées. À l'international, c'est pareil, qu'ils soient naturels ou un peu anthropiques. Je pense j'avais vu dans ta dernière vidéo, tu avais parlé du temple d'Abou Simbel, construction d'un barrage. Donc il y avait une crue qui arrivait sur un temple. La communauté internationale s'est mis en réflexion de comment on pourrait sauver ce temple qui va être inondé. C'est sûr qu'il va être inondé, il est vraiment vulnérable à cette crue-là. Donc l'idée était de démonter le temple en Égypte, totalement de façon scientifique et géométrique, et de le monter sur la colline qui était juste au-dessus pour qu'il soit complètement invulnérable face à l'inondation. Donc c'est des réflexions cette fois-ci qui sont liées vraiment aux facteurs naturels des dégâts, par exemple le dégât des eaux, et la communauté internationale a réussi en tout cas à faire une protection du patrimoine tous ensemble et qui a marché. Donc ça, c'était incroyable. Et pour en revenir à la France, nous, on a plus en plus d'événements violents, par exemple même en Méditerranée, des grandes vagues salées qui peuvent toucher les musées de la côte. Donc de l'eau salée sur les collections, c'est vraiment pas bon. Ça crée une ambiance aussi ultra humide. Donc il y a le musée Coupeteau qui avait été touché par une grande submersion marine il n'y a pas si longtemps que ça. Et nous, en Normandie, on a pas mal de traits de côte. Il y a énormément de musées militaires du débarquement qui sont mis sur la plage. Sauf que pas de chance, il y a la montée des eaux qui se passe. Et on peut pas. Ils ont beau mettre du sable pour protéger ces musées, la mer monte quoi qu'il arrive, et ils font face à un défi climatique qui est vraiment très réel, de l'eau, la mer qui va s'infiltrer dans leurs collections, dans leurs réserves. Donc c'est quelque chose qui est inévitable. Et nous, notre trait de côte,
Pour te donner un chiffre, tous les ans, c'est à peu près 40 centimètres d'érosion. Donc là aussi, les vents violents qui sont de plus en plus détruisent le trait de côte, qui mettent par exemple en péril les bunkers qui sont sur les côtes. Mais aussi, on a de plus en plus de tempêtes. Les tempêtes créent des vents violents avec des soulèvements de toiture et donc des inondations. Et même des fois, on a de la foudre. Et la foudre crée l'incendie, donc pas de chance. Alors, comment est-ce que toi, t'en es arrivé à la protection des biens culturels ? C'est un peu par chance que je suis arrivé dans ce milieu-là. Globalement, je me suis orienté vers l'histoire et l'histoire de la protection des biens culturels parce que j'étais passionné on va dire, du monde antique. Et quand on est passionné du monde antique, on a les yeux un peu rivés sur le Moyen-Orient ou sur l'Égypte. Et en fait, on peut pas passer à côté d'actualités qui peuvent dérouter, comme la destruction de grands sites archéologiques, la Palmyre qui a été complètement détruite par l'État islamique dans des buts purement idéologiques et de revente, parce que c'est le trafic d'œuvres d'art, c'est le troisième plus grand trafic du monde derrière la drogue et les armes, donc c'est quand même pas rien. Et en fait, moi, je m'intéressais à cette histoire-là, et en fait, peu à peu, je suis tombé dans l'actualité constamment sur ces projets-là, enfin sur ces destructions, et donc je me suis intéressé peu à peu sur comment on lutte face à des événements ultra ponctuels et qu'on peut presque pas contenir. Donc j'étais vachement sensible à ces actualités-là, donc je me suis spécialisé peu à peu dans cette protection du patrimoine, et j'ai regardé surtout. Nous en France, on n'a pas de guerre, mais est-ce qu'on se protège quand même face à ça? Donc je me suis renseigné peu à peu, en tout cas, et j'ai pu intégrer la fabrique de patrimoine après pour travailler sur ce sujet-là. Il y a des formations spécifiques ? Formations spécifiques, pas tellement. Les formations souvent sont faites à Paris. Il y a l'INP, l'Institut national du patrimoine, qui forme les conservateurs. Mais les conservateurs de ces jeunes personnes-là ont peut-être un cours ou deux sur ce thème. Donc ça suffit pas pour être spécialisé. Il y a l'école du Louvre aussi qui peut faire un cours dessus. Mais en France, en tout cas, on n'a pas de cursus ou d'établissement référent pour créer des personnes qui peuvent avoir mon poste sur la protection des biens culturels. C'est plus une affaire de se renseigner et d'expérience personnelle et professionnelle sur le sujet, mais en tout cas, il n'y a pas de formation. Moi, je travaille énormément avec les pompiers, et les pompiers, eux aussi, commencent à avoir des petites formations, mais c'est un cours de 2 heures sur toute leur année de formation, même plus. Donc ça reste quand même assez maigre. Ouais, c'est pas assez. Et du coup, on peut imaginer que aujourd'hui, il y a beaucoup de débouchés, ou peut-être y en avoir de plus en plus. C'est un domaine qui est tout récent, et qui coïncide avec un grand événement en France qui s'est passé, je le tease, mais voilà, il y a un incendie célèbre du monde du patrimoine. En fait, tout le monde s'est rendu compte, c'est l'incendie de Notre-Dame en 2019, tout le monde s'est rendu compte que ça serait pas mal d'avoir des référents, des personnes qui s'y connaissent dans le patrimoine, dans la gestion de crise et aussi dans le monde de l'urgence. Une personne un peu clé qui touche un peu à tout. Et en fait, j'ai prospecté un peu là-dessus. Moi, je suis arrivé par chance là où je suis par passion. Je fais partie en tout cas d'un projet européen qui vise à créer dans différentes universités européennes des cursus pour mon métier. Parce qu'en fait, j'ai eu des retours européens de différents pays, comme le projet, c'est Italie, Autriche et République tchèque, qui faisaient la démarche de se dire on n'a personne qui est formé à ce métier-là, alors que la plupart des institutions patrimoniales demandent ces métiers-là, parce qu'ils n'ont pas les compétences. Donc là, on est en plein dedans, ça s'appelle le projet Charisma, qui est financé par l'Europe, qui vise à créer des cours, créer des enseignements dans pas mal d'universités de tous ces pays-là, pour les générations futures, pour qu'ils aient cette possibilité en fait d'avoir ce métier, qui est énormément demandé, parce que voilà, aléa climatique, ça touche tous les pays. Et en fait, la sensibilisation a enfin marché. La plupart des musées, par exemple, réfléchissent à créer un plan de sauvegarde des biens culturels, donc avoir une personne ressource en interne pour créer ces plans d'évacuation. Et donc l'incendie de Notre-Dame a eu un réel impact. Ouais, ça a été vraiment un impact démentiel. Bon, ça a été d'une tristesse sans nom pour le milieu patrimonial et des grands émois, mais en fait, ça a tourné les regards sur notre profession.
Et la plupart des personnes qui étaient en interne et qui connaissaient pas ce domaine-là ont été attristées par le fait qu'il n'y avait pas de financement, et il y avait personne qui était dédié à ces projets de protection. Donc, d'un coup, on s'est dit, mince, électrochoc, comment on fait pour protéger le patrimoine? La réponse est, on ne sait pas. Là, c'était inadmissible pour certains. Donc, en fait, toutes les donations de l'incendie de Notre-Dame n'ont pas servi qu'à la reconstruction, qu'à la réparation, mais une partie, tellement il y en avait, a été redirigée vers des projets d'expérimentation, des postes ou même des colloques pour dynamiser un peu tous ces projets de protection des biens culturels. Donc Notre-Dame, ça a fait un gros électrochoc, et donc l'argent a pu financer énormément d'entreprises sur la protection des biens culturels en France, et notamment en fait les sapeurs-pompiers et les pompiers de pas mal de régions en France ont eu l'obligation de travailler sur les cathédrales. Maintenant, on leur a dit vous avez l'obligation de prendre en compte la protection des cathédrales et surtout ce qui vient à l'intérieur. Et là, en fait, il y avait de la protection à Notre-Dame, ça c'était sûr. Pendant que les pompiers étaient en train d'éteindre la toiture, il y avait des gens du bouclier bleu qui étaient en train de sauver les œuvres d'art avec les pompiers à l'intérieur. Ça c'était prévu. Mais le problème, c'est que, par exemple, pour la Normandie, il n'y avait pas du tout de protection pour les cathédrales. Et moi, quand je contacte les pompiers, soit le pompier est sensible à ce que c'est le patrimoine, soit pas du tout, et il me dit, vous savez, monsieur, moi, j'ai le temps pour sauver les personnes, j'ai le temps pour sauver peut-être la toiture, je vais pas avoir le temps pour sauver les œuvres qui sont à l'intérieur. Et maintenant, le discours a changé grâce à Notre-Dame, en donnant l'obligation et en donnant les fonds nécessaires à ces démarches-là. Alors il y a quelques questions dans le chat concernant Notre-Dame de Paris spécifiquement, qui nous dit, est-ce que tu saurais nous préciser quel projet a été finalement adopté pour la cathédrale, la nouvelle flèche ou ce genre de choses? Ah ça je suis pas dans les papiers de la reconstruction malheureusement, mais en tout cas les protections des biens à l'intérieur ont été pris en compte encore plus que ce qu'ils étaient, et ça a servi en fait de retour d'expérience pour énormément de personnes. Par exemple, l'argent, là je vous disais des projets. Par exemple de projet, l'argent a été redistribué par un labo qui a été dirigé par le Louvre pour tester des bâches ignifugées pour protéger les œuvres qu'on ne pourrait pas bouger à l'intérieur de la cathédrale, donc des bâches ultra résistantes au feu. Et donc ça, l'argent de Notre-Dame a pu servir à tester différentes bâches et à se dire, ok, cette bâche-là, c'est la meilleure, et maintenant on va pouvoir la mettre et la protéger pour protéger les statues à l'intérieur de monuments comme énormément de musées ou de cathédrales. Alors, tu nous parles de la mise en place de systèmes comme ça de prévention de sécurité, par exemple pour les incendies. On parlait tout à l'heure de la crue centenale de la Seine. Comment est-ce qu'on se prépare à cette crue? Donc là, c'est surtout la région, on va dire Paris, qui a peur peu à peu de cette crue. Donc à date un peu, donc la dernière crue c'était 1910, mais tous les ans on lance le dé de 1 sur 100 et on espère que ça tombe pas sur cette chance-là de crue. Mais maintenant, on a appris de nos erreurs, il y a énormément de formations, il y a énormément de préparations qui sont faites sur tout le territoire. Donc moi je parle aussi de Rouen, où il y a la Seine qui passe en plein milieu, où on forme des citoyens, où on forme des conservateurs de musées, des pompiers, au risque de crue, qui pourrait être en fait, là cette fois-ci pas un incendie, c'est l'échelle d'une institution. Mais la crue, c'est à l'échelle d'une ville entière, même plus. Donc c'est pas la même chose. Par exemple, moi je possède un musée, il y a la crue, ma maison elle est peut-être sous les eaux aussi. Donc il y a un choix à faire de est-ce que je préfère sauver mes enfants ou est-ce que je préfère sauver les peintures de mon musée. Et en fait ça c'est une réalité véritable. On sera peut-être pas disponible au moment de la crue, donc il faut bien former les instances de secours, pompiers ou sécurité civile, à prendre en compte le musée. Donc en fait il y a des plans qui sont faits, des plans contre l'inondation à l'échelle d'une ville, et qui ciblent les lieux vulnérables comme les écoles, comme les hôpitaux. Et notre but, ce qui a été fait, c'est que sur ces plans-là figure aussi le musée. Pour dire, là aussi, il n'y a peut-être pas de personnes à sauver, mais il y aura des choses inestimables à sauver. Donc si vous avez le temps en même temps, ça serait bien d'envoyer une brigade sauver ces choses, surtout seul, pas accompagné d'un conservateur, parce que le conservateur sera peut-être lui à l'hôpital ou chez lui en train de sauver ses meubles.
On parle beaucoup de tout à l'heure de tout un tas finalement d'institutions, de réseaux d'entraide qui ont été mis en place, mais je trouve que c'est important et puis ça informe aussi toutes les personnes qui nous suivent et que c'est les possibilités, que ça existe. Peut-être que si ça vous intéresse, vous pouvez contacter ces différents organismes pour les intégrer. Toi, tu es responsable du GASP, le groupe d'aide en cas de sinistre patrimonial en Normandie, qui fait lui-même partie, tu l'as précisé tout à l'heure, de la Fabrique du patrimoine. Donc est-ce que tu pourrais nous représenter un petit peu cet ensemble-là? Ouais, je vais vous présenter un peu tout ce qui s'est passé. La Fabrique de patrimoine en Normandie a été créée en 2015. Le but, c'est un EPCC, un établissement public de coopération culturelle. Donc en gros, c'est un établissement public qui est financé par la DRAC et par l'État. La DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles en Normandie. Et donc la Fabrique a 3 pôles. Ça peut être intéressant pour ceux qui sont dans le domaine ou des étudiants, comme ça je vais expliquer un peu ce qu'on fait. On a 3 pôles dans cette Fabrique de patrimoine. On a le premier pôle qui est l'ethnopôle. L'ethnopôle, c'est un des 12 ethnopôles qui existent en France et leur travail à mes collègues dans ce pôle-là, c'est le patrimoine immatériel. Donc je parlais du camembert, bah, ça tombe bien. Il y a des gens qui travaillent sur le camembert ici, qui travaillent aussi sur la langue normande, en fait, ou même des mémoires de guerre, par exemple la guerre d'Algérie. C'est des mémoires qui se perdent de plus en plus parce que les anciens, voilà, ont fait leur temps et en fait, des fois, il n'y a pas eu de passation de mémoire. Et donc ça, on va dire que votre grand-père qui parlait normand couramment meurt. Bah, on n'aura jamais cette trace linguistique audio ou même écrite de ce patrimoine-là. Et peu à peu, en fait, plus les gens disparaissent, plus on a une probabilité que le patrimoine disparaisse à jamais. Donc ce pôle-là travaille là-dessus, c'est super intéressant. On dit souvent que quand il y a un érudit qui meurt, par exemple en Afrique, qui est une grande zone où la transmission orale est majoritaire, quand un érudit d'un village meurt, c'est une bibliothèque qui brûle pour nous, sans qu'il ait transmis quoi que ce soit. Donc l'ethnologie, c'est un grand axe. Il travaille en ce moment sur, par exemple, les pêcheries, la façon dont on pêchait à l'ancienne en Normandie. Le deuxième pôle, c'est le réseau des musées en Normandie. Donc, ce pôle-là essaie de réunir tous les musées de Normandie. Ça m'aide quotidiennement, moi, à mon travail, pour qu'ils puissent échanger, puis pour qu'ils puissent se connaître et créer des événements pour améliorer leurs pratiques. Donc ça, c'est super intéressant. Il y en a presque pas en Europe. Dans les quelques-uns, mais il n'y en a presque pas en Europe, des réseaux comme ça, interprofessionnels. Et le dernier pôle, là où je suis, s'appelle le labo. Dans le labo, ça rejoint tout de suite mes activités. C'est un laboratoire de conservation préventive, donc toutes les mesures qui servent à ce que un tableau passe de génération en génération, lutter contre la poussière, contre l'incendie, contre les mauvaises manipulations, conservation préventive. On fait de l'imagerie scientifique. Un tableau arrive chez nous et on le passe sur différentes lumières, des lumières rasantes, des lumières ultraviolets, des rayons X et des infrarouges, pour comprendre en fait comment il a été restauré, de quel mot il souffre, est-ce qu'il est complètement détendu, est-ce qu'il y a eu des chocs. Des fois à l'œil nu on voit pas, mais grâce à ces lumières, ces différentes lumières, on peut comprendre un peu l'historicité de la restauration de ces tableaux. Et en fait j'ai mentionné aussi les rayons X parce que il y en a pas beaucoup des rayons X comme ça en France, dédiés au patrimoine. On a une grosse machine à rayons X qui servent aux archéologues. Donc les archéologues viennent frapper à notre porte en disant « J'ai une caisse remplie de boue et de métal, je sais pas ce que c'est. Aidez-moi. » Donc nous on leur prend leur caisse et on les met sous rayon X pour savoir en fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boule de terre et de métal, pour savoir en fait si ça vaut le coup ou pas de restaurer, de décortiquer tout ça, s'il y a un objet à l'intérieur. Donc ils gagnent du temps et ils gagnent de l'argent en faisant ça. Et en fait, le problème, c'est que il y en a pas beaucoup en France, des institutions qui s'occupent de ça. Et d'habitude, ils allaient le soir, venus, ils allaient dans des hôpitaux ou voir des vétérinaires pour passer leurs objets archéologiques sous rayon X. Donc c'était pas trop. Voilà, ils se sentaient un peu pas du tout dans leur domaine. Donc nous, voilà, ils sont soulagés, ils sont bien accueillis et voilà, ils restent dans le domaine du patrimoine, ils sont très contents de venir chez nous. Et dans ce pôle-là aussi, on fait de la restauration de tableaux. Donc on a une équipe de 6 à 7 restaurateurs, mais c'est un monde très féminin, qui sont spécialisés dans la restauration de tableaux grand format.
et aussi papier, on a. Donc les gens de la plupart des musées de Normandie viennent chez nous restaurer. Parce que dans la plupart des autres régions, les restaurateurs sont indépendants et sont un peu répartis, ils sont un peu mal répartis sur le territoire et sont souvent à Paris. Donc ça les évite d'envoyer leurs œuvres d'art à Paris et de perdre un peu de temps et d'argent. Donc nous, on centralise un peu tout ça. Et dans le labo, c'est là que je suis, le GASP, le groupe d'aide en cas de sinistre patrimonial. Et nous, on a été créé en 2017. En 2017, ça a été créé, le GASP. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un peu notre Notre-Dame à nous. Ça s'est passé donc au musée de Tatillou. Le musée de Tatillou se situe sur une île, près de Cherbourg. Et en fait, pas de chance. Un soir, grosse tempête, la nuit vient, la foudre tombe sur la toiture. Et sur cette toiture, pas de chance, il y avait des oiseaux nicheurs. Comme on est sur la mer, et ces oiseaux nicheurs, on peut pas les faire s'en aller. Ils sont protégés. Ils ont une protection, donc les nids étaient restés sur le toit, ce qui a fait feu de paille. Et donc, toute la réserve peinture et ethnologique a brûlé. Donc, ils ont perdu 80% de leur peinture. Ça a été un désastre sans nom. Les pompiers ont essayé d'intervenir par bateau, mais grosse tempête, ils ont mis du temps. Et en fait, quand ils sont arrivés, le feu avait déjà énormément pris. Et en fait, à cette période-là, en 2017, c'est pas si loin. Les personnes du musée étaient complètement désemparées par la catastrophe. Il y avait du près du Louvre aussi. Donc, grosse claque médiatique là-dessus. Il y a eu des pertes du Louvre. Donc, nous, qui connaissions avec le réseau des musées ces personnes, ces professionnels, on est allé sur place, leur dire, on peut vous prêter du matériel, on peut vous aider avec nos petits bras et nos techniques. Et en fait, on les a accompagnés lors de ce sinistre. Ça a été vraiment un traumatisme. Le musée a fermé pendant longtemps. Des gens ont démissionné, des gens sont partis, ont été virés, et il y a eu un stress post-traumatique énorme pour la personne qui était en charge des collections. Donc c'est là, on a eu cette réflexion-là en 2007 de se dire, il faudrait un organe qui puisse accompagner ces personnes de façon professionnelle au sein de toute la Normandie pour les aider à restaurer, pour les aider lors du sinistre et surtout le après-sinistre, les accompagner moralement et physiquement. Donc la Fabrique de Patrimoine a créé ce GASP en collaboration avec Normandie Livre et Lecture, qui est une autre association, qui est une association là centrée sur la protection des fonds patrimoniaux dans les bibliothèques et les archives. Donc d'un coup, en fait, on a ouvert notre spectre des musées, on est passé du monde des bibliothèques et des archives aussi. Donc c'est là qu'on a un peu borné notre territoire d'action. Ça se passe en Normandie, sur les musées, sur les archives, sur les bibliothèques, ce qui fait un travail déjà monstrueux. Ouais. Et notre travail était de mieux préparer ces instants de sinistre. Donc préparer le avant, le pendant et le après sinistre. Au mieux en tout cas. Et du coup, ça, c'est plutôt unique en France, ou du coup, ça existe aussi dans les autres régions ? C'est complètement unique en France, même à l'international. Moi, mon métier n'a pas vraiment de nom. Je suis chargé de projet. Voilà, c'est très vague, mais en fait, je suis plutôt sauveteur d'œuvres d'art, ou je suis même pas Monumentsman parce que je m'occupe pas de la restitution des œuvres d'art, mais en tout cas, je gère un grand réseau au niveau régional pour essayer de sauver les œuvres quand il se passe un drame. Donc, j'ai pas vraiment de nom pour mon métier, et c'est un truc qui est assez unique, et j'espère qu'il va se démocratiser. Il y a le Bouclier Bleu qui essaye de faire des choses de plus en plus forte, en tout cas de ce type-là en région, mais c'est des bénévoles. Moi, je suis à poste fixe toute l'année, ça fait 5 ans maintenant que je travaille sur le projet, et donc ça change tout. Et surtout, j'ai l'autorité de l'État et de la région pour aider les institutions. Je les accompagne au mieux, en tout cas sur ce projet-là, et je peux aller voir la plupart des pompiers en me présentant et en ayant l'autorité nécessaire pour travailler avec eux. Donc c'est en Europe, j'ai pas connaissance. Peut-être dans le monde il y en a, mais de ce que j'ai vu moi, c'est que ça a été créé des fois dans des parties du monde, dans certains pays, puis après ça s'est tari, effet bénévole, où la personne était en poste pendant 2 ans, et une fois que la personne part,
Le groupe n'existe plus. Et en France, en tout cas, j'ai pas connaissance du tout d'homologue. Il y a des indépendants qui font ça, où on peut payer une personne qui va dans ton musée et faire un plan de sauvegarde des biens culturels, préparer le pendant, avant, après. Mais cette personne ne reste pas et part après faire autre chose. Moi, je reste constamment en Normandie. Bon, on espère en tout cas que ça va se diffuser un petit peu partout parce que c'est absolument vital. Justement, ce qui est intéressant avec ce genre de format qu'on est en train de faire tous les deux là, c'est qu'on peut voir vraiment le dessous de la cuisine. Donc, rentrons vraiment dans le concret et ça nous permet de nous poser un petit peu des questions que c'est vrai qu'on se pose pas vraiment tous les jours. Mais en gros, admettons que moi je suis un responsable de musée en Normandie. J'ai la chance, j'ai jamais eu de sinistre et donc j'ai jamais vraiment eu de réflexion sur une potentielle catastrophe. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Ah bah déjà, c'est bien de nous avoir appelés. Déjà, je te dis merci. Donc là, tu as une catastrophe chez toi. Imaginons que c'est un incendie. Ou même si j'en ai pas. Hein. Si t'en as pas, on va déjà regarder si t'en as eu un dans ton passé, parce que toi, tu es peut-être en poste depuis 2 ans, mais ça se trouve, il y a 10 ans, il y a déjà eu un incendie dans ton institution. Et souvent, les causes des incendies se répètent si ça n'a pas été pris en compte. Par exemple, les incendies, c'est souvent des matériaux, on va dire des installations électriques défectueuses. Donc, il y a le feu qui part de là, le problème n'a pas été réglé après, c'est rebelote. Donc, je te dirais de bien connaître ton bâtiment. Déjà, c'est ce qu'on fait. On fait un rendez-vous où tu fais le tour de ton bâtiment et tu commences à comprendre un peu les vulnérabilités de ton bâtiment en disant ouais, effectivement, moi chez moi il y a la toiture qui fuit tout le temps. Donc je te dirais effectivement ça va être l'inondation qui va t'intéresser. Ou souvent nous on fait des travaux. Donc là je te dirais de faire attention aux points chauds lors des travaux. Donc des appareils qui restent allumés, donc des pare de feu comme ça. Et donc en connaissant mieux ton établissement, je te dis aussi de te rapprocher des plans. En fait, la plupart des personnes ne s'amusent pas à regarder le plan de son institution. Et en fait, ça, c'est primordial pour les pompiers. Donc, essayer de rassembler tous les plans. La vue satellite, la vue tout à fait d'un plan normal de son établissement, de connaître chaque recoin. Et une fois qu'on a fait ça, conseil primordial, c'est d'aller voir les pompiers. Le but d'aller voir les pompiers, c'est que eux ont la connaissance des plans et savent ce qui doivent apparaître sur un plan fonctionnel. Et surtout, nous, on a une grosse période, même en 2017 ou même avant 2017, c'est que les institutions patrimoniales faisaient leur PSBC, donc leur plan de sauvegarde des biens culturels, de leur côté. Donc le PSBC, ça sert à prévoir un peu l'action lors d'un feu, par exemple. Ils faisaient ça de leur côté et en fait, c'était trop de littérature pour les pompiers qui arrivaient à 3h du matin, pas du tout réveillés, c'était pas du tout fonctionnel, c'était pas efficace, c'était pas simple. Et donc il y a eu un retour d'expérience sur ça où c'était des annuaires téléphoniques. Donc ils pouvaient pas lire ça, c'était incompréhensible. Donc ça serait deuxième conseil, ça serait de se rapprocher des pompiers. Eux, ils aient un œil d'expert et puissent répondre à des questions toutes simples. Comment on ouvre la porte? Est-ce que vous arrivez à vous situer? Quel matériel il faudrait pour éteindre le feu ou pour rentrer dans le bâtiment? Tout simplement. Et après, l'étape suivante, une fois qu'on a vu les pompiers, c'est de faire un top 10 de ces collections à sauver. Alors ça, c'est là où les conservateurs s'évanouissent en top 10. Parce que, voilà. Faut sauver quoi? Voilà, c'est vous qui choisissez quoi. Ah ouais, c'est horrible. Ouais. Ouais, sur 60 000 objets minimum, faut en choisir 10. Voilà, il y a des yeux qui se tournent. Et en plus, par exemple, si je suis... pas de chance. Ton musée, c'est un musée d'histoire naturelle. Tu me dis, j'ai une collection de cloportes incroyable. Ça, on peut en sauver des tonnes, c'est super. Par contre, j'ai 3 mammouths. Là, ça devient plus difficile dans la réflexion parce que si les 3 mammouths apparaissent dans le top 10, les pompiers, quand ils vont lire, ils vont pas apprécier. On peut peut-être en sauver un. Et encore, faut avoir de la pratique. Donc, c'est aussi ça. En fait, on peut sauver tout type d'objet. Musée d'histoire naturelle, c'est ça, clairement. Et pas de chance, tous les animaux empaillés, ça prend feu très rapidement. C'est des cocktails Molotov sur pattes. Et ça peut être aussi des tableaux énormes, grand format, vraiment de plusieurs mètres de long et de hauteur. Et ça peut être aussi des statues en bronze. Et en fait, en faisant son top 10, la discussion avec les pompiers, elle est nécessaire parce que sinon, elle est complètement hors norme. Elle est surdimensionnée ou pas du tout adaptée à la réalité des pompiers. Et en fait, c'est un défaut que les conservateurs peuvent faire rapidement, de mettre un top 10, mais un top 10 pas du tout faisable. Donc nous, on est là pour leur dire, vous prenez en compte l'élément historique, l'élément de manipulation ou même financier,
la valeur financière de l'œuvre, et c'est comme ça que vous pouvez faire votre top 10 avec les pompiers. Une fois qu'il est validé le top 10, vous faire des fiches de sauvetage, un petit jeu d'orientation dans le musée où on leur donne une petite fiche avec un plan et une photo de l'œuvre, et comme ça les pompiers peuvent savoir où se situe l'œuvre et à quoi elle ressemble et comment ils peuvent la manipuler. Donc ça va faire des fiches individuelles dans son top 10 par œuvre. Et après, une fois que ça c'est fait, on déroule peu à peu le PSBC, le plan de sauvegarde des biens culturels, avec quel matériel acheter pour déplacer les œuvres ou même pour les traiter, les conditionner. Combien j'ai de personnes disponibles lors d'un incendie de ton musée, de connaître ces personnes-là, avoir leur numéro de téléphone, parce que ça, il y a le feu, les pompiers m'appellent en disant bon, on est devant le musée, il faudrait nous ouvrir. J'ai aucun numéro de téléphone de la personne qui peut ouvrir le portail. Donc ça peut être même le musée, donc ça peut être embêtant. Et peu à peu, on déroule jusqu'à la fin où là, on va s'orienter vers un exercice grandeur nature. Et les pompiers vont tester le plan, s'il est efficace, s'il y a suffisamment de plans, s'il y a suffisamment de fiches, et s'il y a une liste de ces œuvres-là qui permet le check-up à la fin, le check. Et après, bon, une fois que les pompiers sont partis, il va falloir s'intéresser à comment on traite les œuvres d'art qui seraient mouillées, calcinées ou même couvertes de suie. Et ça, c'est un gros travail aussi de préparation. Ouais, après on peut imaginer que ce genre de plan, enfin je me dis bon, dans le cadre d'une inondation, peut-être que ça peut être un peu progressif, on a le temps de voir venir. Dans le cadre d'un incendie, j'avoue que concrètement, je me mets à la place des pompiers. Un incendie, ça peut aller hyper vite. Je vois mal les gars avec le classeur à la main en disant hey, José, vite, celle-là, la prends pas comme ça. Enfin, j'imagine que ça doit être compliqué, quoi. Même juste 10 œuvres, ça doit être compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est pour ça, c'est un défi pour les pompiers, mais ils y arrivent parce que maintenant, ils essaient de créer des fourgons exprès où une unité de 4 personnes va être dédiée à ça pendant que les autres ils ont des stratégies, en fait, de confiner le feu. En se disant, j'ai de la chance, mon aile gauche, j'ai de la chance entre guillemets, mon aile gauche de mon musée brûle, ça veut dire qu'on va pouvoir évacuer l'aile droit. Et là, il y a une section de pompiers qui vont intervenir. Nous, on n'a pas le droit de rentrer dans le bâtiment pendant qu'il y a le feu. Et alors, ce plan de sauvegarde, une fois qu'il est fait, il est fixé ou il peut y avoir une évolution ? Non, il y a toujours une évolution parce que un musée, ça vit. Il y a des expositions temporaires, il y a des départs, il y a des prêts, il y a des donations. Tout ça fait que le plan de sauvegarde évolue forcément. Il doit être remis à jour constamment. Et en fait, les pompiers, même si on les forme, eux, ils ont un turnover. Donc, ils s'en vont de caserne, ils bougent, etc. Donc, il faut toujours former les pompiers, les officiers, du moins. Et en fait, il faut s'adapter à chaque fois. Par exemple, si on fait un PSBC, donc un plan de sauvegarde des biens culturels dédié à l'inondation, si on a un incendie, il vaut mieux le connaître et il vaut mieux le mettre suffisamment à jour tous les ans pour bien le connaître. Donc il y a des formations à faire aussi autour du PSBC, par exemple des formations pompiers, mais aussi des formations en interne quand on a un musée, de se dire voilà, moi je forme mes équipes à connaître ce qu'on peut sauver. Et on inclut dans le PSBC, on inclut souvent, ça va du conservateur au régisseur, celui qui s'occupe de déplacer les œuvres, au gardien de salle, parce que toute main peut être utile et quand le feu va apparaître, ça se trouve il y aura juste le gardien de salle qui sera là. Donc c'est important de former toutes les équipes. On a pas mal de questions aussi sur est-ce que tout simplement on peut pas déménager le musée, quoi. Ça c'est bon. Après moi j'ai ma petite réponse. Enfin, dans le cadre d'un musée comme le musée du Louvre, je veux dire le bâtiment est assez emblématique et puis il est tellement grand, c'est compliqué de trouver un autre endroit situé aussi idéalement dans les mêmes conditions pour exposer. Enfin c'est le Louvre, ils ont fait une solution simple. Ils ont créé le Louvre-Lens. Ils ont envoyé une grosse partie des collections déjà là-bas pour dire bon, au moins s'il y a un gros pépin, il y a quand même une partie en sûreté autre part. Mais moi c'est ce que je préconise pour les musées de la Seconde Guerre mondiale du débarquement sur la plage. Mais souvent c'est des musées neufs qui ont coûté des millions d'euros et donc souvent la ville ne veut pas redépenser autant d'argent sur un nouveau musée. Mais le mieux c'est de créer des réserves, externalisées, on appelle ça, beaucoup plus loin du musée, pour se dire si un jour il y a un incendie dans mon musée, tout part là-bas. Mais ça c'est un luxe qu'on peut pas forcément souffrir dans des petites villes, parce que là je parle des musées d'histoire naturelle, par exemple de Rouen, un truc énorme avec énormément de personnel, mais je m'occupe aussi de le musée du Cidre, qui va être perdu en pleine campagne normande, il va y avoir une personne dedans.
Donc là, c'est pas du tout le même référentiel, mais il faut s'adapter. Ouais, bien sûr. Et justement, est-ce que tu sens qu'en termes de construction ou d'ouverture de nouveaux projets de musées, tout ça est quelque chose qui est plus posé qu'avant, au moment de la construction? Parce qu'on a dans le chat, on a par exemple Karim qui a l'air de s'y connaître un petit peu dans le milieu, qui nous dit, mais il y a encore des projets qui ont vu le jour récemment, comme la bibliothèque de Caen, qui est située sur une presqu'île en zone humide, et qui possède des réserves de documents dont le coffre au trésor est en sous-sol. C'est un non-sens de pas avoir pris en compte la montée des eaux. Voilà. Effectivement, c'est une personne qui s'y connaît bien. Nous, je l'ai pas dit, on est basé à Caen, la fabrique de patrimoine. Donc, j'ai travaillé avec la bibliothèque de Caen. Le seul problème, c'est que des fois, le conservateur a beau dire, il faut pas faire de collection de réserves en souterrain parce que c'est une zone inondable déjà. Ça serait pas le bienvenu, mais des fois il y a des choses politiques qui nous échappent. On pèse pas le même poids que certaines personnes, et donc il y a des projets des fois qui se font, qui sont dommageables pour le patrimoine et qui se font quand même. Mais on est obligé de s'adapter, c'est pas de la faute des personnes, du personnel qui est à l'intérieur, et on est obligé de s'adapter, mais effectivement c'est du non-sens de faire des choses comme ça. Des réserves en sous-sol, c'est pas le bon call. Bon, alors du coup, imaginons, je travaille dans un musée, et là, catastrophe. Quelle marche à suivre là tout de suite? J'appelle les pompiers, le 18, le 112, au secours, et qui d'autre? Bah là, c'est déjà un très bon réflexe d'appeler. On appelle d'abord la levée de doute. On va voir ce qui se passe. Il y a une odeur de fumée, il y a un truc qui bip. Et bon, quand il y a quelque chose qui bip, ça veut dire que les pompiers vont être sur le coup, déjà, eux. Donc on les rappelle, on leur dit voilà, je crois qu'il y a le feu chez moi, venez. Et donc les pompiers vont dire directement bon, on arrive. Eux, ils vont pas vous calculer. Ils vont se mettre directement en place pour en fait voir s'il y a du monde à l'intérieur. Ils vont vous dire de dégager. Si vous êtes à l'intérieur, sauvez-vous, parce qu'on veut pas créer un sursinistre. S'il y a une personne qui s'évanouit en plus des collections, ah bah là, c'est pas de chance. Ils vont d'abord, ça sera toujours côté humain. Et nous, on est d'accord avec eux. Toujours côté humain, même si c'est la Joconde ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de choses en valeur, de mise en perspective de la valeur humaine par rapport aux œuvres d'art. Donc eux, ils arrivent, ils vont essayer d'éteindre le feu, ils vont se positionner, etc. Donc ça, c'est pas notre domaine. Et au bout d'un moment, quand ils vont traiter le feu, ils vont se dire, ok, il faut qu'on appelle le directeur du musée, donc il faut être pas loin. Donc ils vont vous rappeler en disant, venez nous voir, on est juste devant le musée, vous allez au PC sécurité, voilà, au poste de commandement, vous vous présentez au commandant des opérations de secours, et il va juste parler avec vous en disant, ok, est-ce qu'il y a des choses à sauver? Là, on a 5 minutes. Ah, déjà le top 10, il est peut-être un peu plus réduit. Donc on a 5 minutes, on peut sauver une pièce. Donc c'est là qu'on doit s'adapter. Donc le directeur ou le conservateur ou le régisseur qui s'occupe du PSBC va parler avec le commandant des opérations de secours. Et là, à un moment, il va débaucher des binômes de pompiers en disant, bah, je vous donne 6 personnes là. Il y a un chef de ces 6 personnes-là. Ils vont aller dans le musée. Ils vont prendre vos fiches. Est-ce que vous avez un plan de sauvegarde, par exemple? Oui. Tu donnes ton plan de sauvegarde et ils vont pouvoir faire une course d'orientation un peu dangereuse dans le musée pour essayer de trouver les bonnes œuvres à sauver. En disant, bon là on a 5 minutes, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on doit faire du bâchage pour des œuvres très lourdes? Est-ce qu'on doit sauver des tableaux? Ou est-ce qu'on doit sauver des sculptures? Ils partent directement au feu. Et en fait, ils vont prendre les objets et ils vont les sortir du musée. Et en fait, c'est là que la passation de l'opérationnel se fait du côté urgence au côté musée. C'est une fois qu'ils vous donnent les tableaux, c'est de votre responsabilité et c'est vous qui gérez. Les pompiers, ils vont pas commencer à vous suivre et à traiter les objets. Donc vous les mettez dans un camion et ça part dans une zone de repli que vous avez déjà définie. Si vous n'en avez pas, bah, ça sera le gymnase parce que le maire va être prévenu. Et ils vont pouvoir, va falloir sécuriser le gymnase, va falloir veiller. On n'a pas parlé trop de ce sujet-là, mais à la température ambiante, l'hygrométrie, l'humidité, les températures qui soient pas trop froides ni trop chaudes, parce que ça peut créer des sursinistres, des moisissures, des œuvres mouillées qui pourrissent, ça crée des moisissures qui peuvent être dangereuses pour la santé humaine. Et bah, les moisissures, ça se développe très rapidement sur les autres objets, donc bien cadrer ça. Et après, bon bah, une fois que le feu est éteint, bon, les pompiers s'en vont, ils vont peut-être vous donner un petit coup de main, mais bah, eux, ils ont d'autres urgences. Ça se trouve, il y a un autre bâtiment qui va prendre feu à la suite, où eux, ils vont se reposer, donc ils s'en vont. Et bah, c'est toi, face à ton musée, face à tes collections qui sont un peu endommagées. J'espère que si t'es en Normandie, t'as eu le bon réflexe pendant tout ça, t'appelles le GASP. Et nous, on arrive pour t'aider, pour donner des solutions.
on peut t'apporter du matériel parce qu'on a un camion rempli de matériel avec toute une réserve de matériel aussi dans un garage. On vient avec nos petits bras t'aider, on vient avec nos compétences et on peut mettre en relation des réseaux. On peut faire un appel. Par exemple, le musée de Nota Bene a brûlé. Qui est là pour l'aider, qui est là pour venir, qui est là pour envoyer du matériel. Tous les abonnés, tous. J'espère. Hein. J'espère qu'ils vont subir ce stress et ils vont pas s'évanouir. Mais c'est comme ça que nous on fonctionne et après on essaye de t'accompagner tout le long terme parce que souvent il y a les médias qui vont arriver. Les médias ils vont te presser pendant une semaine, ils vont te presser, etc. Et après les politiques vont s'en aller, les médias vont s'en aller, les pompiers vont s'en aller, et tu vas te retrouver seul face à un sinistre qui va pouvoir durer en fait 1 an et plus. Parce que par exemple, quand tu as des collections mouillées dans des archives, très mouillées, les moisissures peuvent apparaître rapidement et tu peux pas traiter tout un hangar de collection d'archives parce que ça prend beaucoup de place. Il faut les sécher. Et en fait, la solution utilisée, c'est de les mettre dans un congélateur. Alors ton congélateur maison peut suffire, il n'y aura pas assez de place. Et en fait, les bouquins que tu congèles vont être en stase. Hop là, ils vont être congelés. Et en fait, peu à peu, tu vas pouvoir les traiter. Et ça, par contre, ça va durer des années. Tu vas en sortir un de ton congèle et tu vas commencer à le faire sécher doucement et à le surveiller pour pas qu'il y ait de la moisissure. Mais en fait, la congélation permet à gagner du temps sur l'apparition de moisissure. Parce que si t'as trop, tu peux pas tout traiter en même temps. On nous demande du coup si au sein de l'organisme, il y a des personnes qui sont d'astreinte. On est 3 d'astreinte. Donc, ça m'est déjà arrivé d'être appelé en week-end, la nuit, c'est quand même assez rare, tant mieux, j'espère, qu'on nous appelle lors de grands sinistres, parce que souvent moi je suis appelé, mais le sinistre est déjà passé et que c'est des petits sinistres et on peut aider à ce moment-là, on va sur place, etc. Mais on a des astreintes, ouais, on peut se déplacer partout en Normandie, on ne fait pas en dehors, parce que déjà c'est énorme. Et week-end, vacances, donc on est plusieurs. Donc, il peut arriver qu'une personne soit en Espagne et moi, je suis pas disponible et donc il faut absolument que quelqu'un revienne pour aider l'institution en Normandie. Ouais, c'est déjà arrivé. Cas particulier du centre d'archives. Cas particulier du centre d'archives, ouais, c'est un cas très particulier parce que le centre d'archives, déjà, ça va être plus simple, c'est que des documents papier. Donc, voilà, tu sais à peu près visuellement à quoi tu t'attends, quoi. Des rayonnages, ça brûle beaucoup, ça brûle très vite, par contre. C'est un cas très particulier parce que il y en a énormément. Le top 10 va pas être facile, mais en même temps, il suffit de mettre tout en caisse. Et en fait, les pompiers rentrent dans le centre d'archives, vont prendre juste les caisses et à l'intérieur, il y aura déjà tout ce qu'il faut sauver. Ce qui est plus simple dans les centres d'archives, c'est que c'est pas ouvert au public des fois. Enfin, c'est pas ouvert au public. Le côté archivage. Et en fait, on peut mettre des logos. Le bouclier bleu a un logo. On a parlé tout à l'heure d'un logo, là, le cercle avec les 3 pôles. Aux États-Unis, ouais. Aux États-Unis, là, c'est l'emblème mondial. Pour les œuvres à secourir, j'en ai pas parlé, c'est le marquage du bouclier bleu. Je voulais chercher sur Internet, c'est très visuel et ça sert d'indication pour tous les militaires, parce qu'on a la chance en France d'être assez développé là-dessus. Les militaires sont maintenant formés, des militaires conservateurs sont formés sur le terrain pour intervenir dans des zones de guerre ou même chez nous, à voir visuellement ce que ça représente, ce logo du bouclier bleu, à quoi ça représente. Donc le logo, on le plaque sur les étagères qu'on veut sauver. Et en fait, comme ça, les pompiers arrivent dans la fumée avec leur casque, leurs appareils respiratoires, un coup de lampe, et ils voient directement le logo réfléchissant et savent que toute la rangée est à sauver. Et c'est plus simple. Et sauf que dans les centres d'archives, c'est pas fait pour le public, donc ça c'est bien, il n'y a pas de voleurs. Et c'est super, on peut mettre des éléments visuels partout sans que ça dérange la médiation ou la circulation des personnes. Le problème, c'est que des fois, en fait, les centres d'archives, il y a une entrée, il y a une sortie, et les rayonnages s'étendent jusqu'au fond. Donc, un pompier qui va sauver des œuvres d'art, enfin des collections d'archives ultra importantes au fond de cette pièce-là, pourra pas s'engager parce que s'il y a le feu, ça sera un mouroir. Il y a qu'une sortie, qu'une entrée, il n'y a pas de fenêtre. Ils vont pas pouvoir s'engager. Donc, ça aussi, c'est des choses à te connaître. Sans avoir parlé aux pompiers, on n'aurait pas eu cette réalité du terrain-là. Et les pompiers, en fait, une fois qu'ils lisent le plan de sauvegarde, et ils voient ça, ils font désolé, là, vous avez fait du bon travail, mais nous, on va pas pouvoir intervenir. Je vais pas envoyer mes hommes mourir au fond d'une impasse, tout simplement. Ah, donc ça vaudrait le coup, en fait, quand il y a des nouveaux projets de construction comme ça, de réunir vraiment tout le monde, y compris les pompiers, pour mettre en œuvre
une architecture cohérente avec la préservation de ce patrimoine. Ouais, complètement. Moi, je travaille vraiment à la sensibilisation des pompiers et à la sensibilisation aussi du monde culturel. Il y a énormément, avant le développement du GASP, énormément de musées c'était pas leur priorité du tout, le PSBC. Ils se disaient, bah, ça peut pas m'arriver, c'est impossible. C'est impossible. Donc, on va pas le prévoir. J'ai pas le temps en plus. J'ai tellement d'expositions temporaires. Donc, ça aussi, c'est des choses à totalement dynamiser et sensibiliser par rapport aux réalités du terrain de chacun, en fait, et de se dédier du temps là-dessus. Est-ce que toi, tu as un ou deux exemples concrets de sinistres sur lesquels tu as pu intervenir? Je vais rester vague sur le cas des sinistres parce que c'est des choses des fois que les institutions patrimoniales veulent pas, voilà, déployer trop d'aura là-dessus parce que ça peut être vu comme un peu honteux ou un peu une faute professionnelle, mais c'est pas du tout le cas. Moi, ça m'est arrivé dans ma première année d'intervenir. Voilà, on m'appelle le week-end, j'étais encore dans le lit, donc là aussi, il faut se réveiller directement. On a un appel en disant, ok, j'ai vu un appel, ok, là on est, mon musée ne prend pas feu, mais juste à côté, il y a un centre d'archives collé à mon musée, il a pris feu. Qu'est-ce que je fais? Cette nuit-là, les pompiers sont intervenus. Je viens d'apprendre ça aussi, je viens de t'appeler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc moi j'ai directement pris note de tout ce qui s'était passé. Donc le centre d'archives commence à brûler, il brûle toujours, il flambe toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc les pompiers font leur travail. Je contacte directement mes autres collègues en disant, en expliquant la situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait un appel au réseau disant il nous faut du matériel, il nous faut des personnes. Donc je parle avec cette personne du musée, elle nous dit bah pour l'instant le feu n'arrive pas, mais ça peut arriver, donc il faut vraiment se préparer. Donc nous on arrive sur le terrain avec du matériel. Fort heureusement les pompiers ont lutté toute la soirée jusqu'au matin. On s'est déplacé pour rien, mais c'était à deux doigts de partir dans une situation extrêmement grave. Donc en fait tout le monde était alerté, notre réseau était alerté, notre réseau de professionnels de la Normandie était alerté et on avait pris contact avec la personne du musée en disant voilà ce qu'on peut faire. On fait une stratégie pendant que les pompiers éteignent, on fait une stratégie, on va prendre contact avec les pompiers et ça peut se passer. Petite histoire, le feu a démarré d'une façon très cocasse. Là aussi, je me suis dit ok, pour une première fois, c'est assez original. Une personne qui était passée dans la nuit avait vu une voiture de police stationnée sur le centre d'archives et s'est dit j'ai eu quelques déboires avec la police, ça doit être le commissariat. Et s'est dit bah je vais allumer le feu là-bas. Donc il a mis le feu au centre d'archives en pensant que c'était le commissariat. Donc ce qui s'est passé, c'est que on pouvait pas le prévoir. Ça, c'était imprévisible. Ouais. Fort heureusement, le centre d'archives, c'était pas des archives de patrimoine, c'était purement administratif pour la municipalité, mais on est passé vraiment à deux doigts du gros sinistre, en tout cas. Est-ce que tu aurais des références, alors que ce soit des documentaires, de la lecture, des émissions à conseiller aux gens qui nous écoutent actuellement pour en savoir un petit peu plus sur ces démarches de préservation du patrimoine, sur cette histoire aussi de la préservation du patrimoine? Tout à l'heure, tu as parlé du documentaire de Rose Valland. Il est incroyable, faut aller le voir. Si vous voulez plus léger, il y a le film Monuments Men. Ça va vous donner un peu une idée romancée de tout ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour les sites sérieux, parce que nous c'est un domaine qui est assez naissant. En France et à l'international, il n'y a pas trop de livres, mais il y a beaucoup d'informations sur le net. Donc il y a le Bouclier Bleu France, qui a un très beau site avec énormément d'informations. Ils ont une chaîne YouTube avec une petite vidéo qui explique tout ce que je viens de te raconter sur la gestion de crise dans un musée, qui s'appelle À pied d'œuvre. Donc il y a une vidéo dédiée avec les pompiers, avec les responsables d'un musée sur c'est la vulgarisation sur l'urgence patrimoniale. Donc ça c'est top, c'est vraiment bien. Il y a le site du C2RMF, le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Donc n'hésitez pas là aussi, il y a des vidéos YouTube explicatives et des fiches. France Archives pour le côté très papier. Il y a l'ABNF qui met aussi en place des fiches consultables pour tout le grand public. La BNF, c'est la Bibliothèque nationale de France. En France, on est quand même un pays du patrimoine, donc on est assez avancé quand même, mais il y a des pays qui sont encore plus avancés que nous. Je pense au Canada et au Québec. Donc vous pouvez aller voir l'Institution canadienne de conservation. Ils ont un site qui regorge d'informations, comme le Centre de conservation du Québec. Là aussi, un site merveilleux. Et il y a un site en Europe, un pays en Europe qui est quand même extrêmement en avance, c'est les Suisses. Donc ça s'appelle Cosa Doca.
le consortium de sauvegarde du patrimoine documentaire en cas de catastrophe. Énormément de fiches, énormément de documentation, et les Suisses, ils ont des bunkers partout, ils ont des abris partout, ils ont la sécurité civile qui est disponible H24, c'est incroyable. Alors sur le C2RMF, on a fait une petite vidéo d'ailleurs sur la chaîne Nota Bonus sur la restauration d'une momie. Donc je vous invite à aller voir ça aussi parce que c'est ma foi fort intéressant. Est-ce que tu as des actualités de ton côté? Pour moi, les actualités vont être assez courtes parce qu'on se destine aux professionnels, purement aux professionnels, mais ce que je peux te dire en tout cas, c'est les 70 ans de la Convention de l'Haye, donc en 2024. Donc c'est vraiment ce texte qui protège le patrimoine partout dans le monde. Donc il va y avoir des célébrations un peu partout dans le monde ouvertes au public. Il y a le 6 juin une journée d'études qui va être faite par le Bouclier Bleu. Ça va être à Paris, au musée de l'Homme. Donc ça va être super intéressant pour ceux qui sont alertes là-dessus. Et il y a une programmation d'un film sur Alep, le conflit en Syrie, et les œuvres, comment ils ont été protégés, comment les professionnels ont pu s'échapper et comment les militaires peuvent protéger, parce que maintenant les militaires sont de plus en plus formés. Même certaines sections, je crois que c'est l'armée du Liban, ils sont quand même assez sérieux sur le sujet parce qu'il y a énormément de destruction. Qui dit destruction, dit trafic, dit argent, etc. Pour les terroristes. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux de la Fabrique de Patrimoine. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn pour les professionnels qui me chercheraient. Et sinon, nous, on fait des formations chaque année à destination des institutions. Donc, désolé, je vous ai pas invité. À part si vous êtes des institutions publiques de Normandie, venez me contacter. Il n'y a pas de souci. Un petit mot de la fin? Non, je pense qu'on a fait quand même un tour assez sérieux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter. Il y a pas de souci. Je répondrai à toutes vos questions. Merci en tout cas beaucoup, Anthony, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. C'était passionnant et surtout c'est nécessaire. C'est avec plaisir d'avoir pu partager cette passion que j'ai, qui se démocratise peu à peu. Donc merci à toi et à tes équipes qui ont pu un peu faire cette journée, cette interview. C'était cool.